encore un jingle. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, toujours là, aussi nombreux. C'est pour nous une très très belle récompense. Et comme vous savez, le Forum européen de bioéthique, c'est du débat, c'est la participation de vous tous. En tout cas, nous essayons vraiment au maximum. C'est la participation aussi des jeunes avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année. C'est également la participation d'artistes. Pourquoi ? Parce que nous estimons que, et c'est vrai, de toute façon, d'ailleurs tout à l'heure, M. Sicard l'a dit en faisant référence à Antonin Artaud, dans la scène culturelle, dans le travail culturel, il y a un matériau extraordinaire pour entrer dans le débat, ou qui permet même de réfléchir sur bien des sujets que nous traitons dans le domaine de la bioéthique. Et cette fois, nous avons le plaisir vraiment immense d'accueillir une jeune artiste qui est alsacienne, Julie. Je prononce toujours son prénom, je suis vraiment désolée, Julie. Donc, qui est là, elle a fait vraiment le choix, par adhésion à cette idée du Forum de bioéthique, à ce format du Forum de bioéthique, elle a fait le choix de venir ici avec une chanson aujourd'hui de son dernier album, Bang Bang. Et cette chanson, en fait, elle porte sur l'addiction. C'est le thème dont on a parlé ce matin. Et nous aurons également le plaisir de l'écouter vendredi. Et là, nous serons sur le thème de l'incarcération. Est-ce que tu veux juste dire un mot sur l'équipe qui t'accompagne, qui bien évidemment n'est pas au complet ? Non, l'équipe n'est pas au complet, mais je dirais qu'il y a le noyau dur avec Sylvain Troche à la guitare et Raph Schuller alors à la calebasse aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu particulier. On vous a concocté une version acoustique de la chanson Don't Be Late qui est sur l'album. Donc c'est une version voilà, complètement inédite qu'on a voulu faire pour le forum, puisque c'est vrai que dans mes paroles, j'aborde toujours des thèmes très psychologiques. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et quand Nadia m'a parlé du forum, je me suis dit c'est pas possible. On aurait dit que les chansons, enfin en tout cas les deux qu'on va interpréter, d'autres aussi, avaient été créées pour le forum. C'est pas le cas, mais vraiment ça aurait pu l'être. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est parti. Alors on va vous distribuer également les feuilles avec les paroles, parce qu'on s'est dit que c'est important que vous compreniez, comme la chanson est en anglais. Donc n'hésitez pas à les prendre, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux de quoi parle la chanson. Don't be late. We can't have any secrets from one another. So don't be late. After all, we're each other's best customer. I know you don't only rely on me. I'll be faithful to you. Believe me, don't be late. I can't wait. Don't be late. Let's stare death in the face. The devil licks my lips. It is me that gives me my grace. So don't be late. Let's stare death in the face. Don't be late. I'm gonna put you under lock and key. Don't be late, 'cause you're the only one who can set me free. Medic, shrink from
gives me my grace. Oh, don't be late. Let's stare until in the face. Don't be late. Something's gone wrong in my brain. Don't be late. The only way that I know to escape the pain. I know you won't give up on me anyway. Life's a bitch, believe me. Oh, don't be late. I can't wait. Don't be late. Let's stare death in the face. The devil licks my lips. You're the smell that kills me, my grace. Don't be late. Let's stare death in the face. Now you're late. We had a date. Now you're late. Let's stare death in the face. The devil licks my lips. You're the smell that kills me, my grace. Now you're late. Let's stare death in the face. Now you're late. Now you're late. Don't be late. Don't be Merci. Merci Bravo. beaucoup. Si vous souhaitez acheter l'album en exclu, venez vers moi, nous l'avons. Merci à vous tous et merci surtout à toute l'équipe du Forum pour son accueil. Et bravo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et à vendredi. Bien, ben on va donc revenir à notre sujet. Donc, là, à cette table ronde, nous allons traiter en fait, de l'influence des écrans, des médias, des réseaux sociaux sur le cerveau. Alors, nous sommes partis de quelques questions que l'on se pose. Bien sûr, tout le monde a en tête la question de la manipulation des médias, etc., mais pas que. Parmi les questions que nous nous posons, en fait, il y a celle de l'influence des écrans, des images, des réseaux sociaux sur notre comportement et pas que celui des adolescents. Qu'est-ce que ça change chez nous, entre nous? Est-ce que les médias ont une emprise sur le cerveau? Est-ce que les réseaux sociaux sont en train de modifier nos modes d'apprentissage et d'action, d'activité? Et puis, dans cet univers qui est hyper connecté, est-ce que notre cerveau va muter? Peut-être va muter. Alors, pour répondre à ces questions, il y a à la fois avec nous donc Daniel Lemler. Je commence de la gauche. Daniel Lemler. Daniel Lemler qui est donc psychanalyste, psychiatre et puis qui est chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Serge Tisseron, qu'on a eu le plaisir aussi d'écouter ce matin, qui était là également en octobre, je crois, avec son livre 3, 6, 9, 12, et qui est complètement dans le cœur de notre sujet, avec un angle beaucoup plus spécifique sur les jeunes. Mais je pense que vous êtes tout à fait en capacité de nous aider à réfléchir et à comprendre le sujet, même sur d'autres catégories d'âge. À ma droite, Sébastien Boller, que vous avez vu ce matin en tant qu'animateur, donc neurobiologiste, journaliste pour cerveau et psycho et puis pour la science. Alors j'ai polytechnicien, j'invente ou c'est juste? Vous l'êtes aussi? Oui, c'est inventé ça. Non, c'est pas inventé. C'est pas inventé, ça fait un petit peu beaucoup de choses. Bien, donc je maintiens polytechnicien. Et
également, Gilles Auberger, qui est également très connu dans l'Est, ici dans la région de l'Est. Gilles Auberger, puisqu'il a été pendant de très très nombreuses années le PDG de Publicis Coufra Grand Est. Donc on est vraiment au cœur de la communication, du codage des messages. Il va peut-être nous aider à mieux comprendre. Mais il est également et surtout le fondateur de The Connecting Place. Gilles, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est que The Connecting Place, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas? Il faut revenir au 2 juillet 2009. J'allais avoir 50 ans et je venais de passer 30 ans à faire de la publicité grand média traditionnelle. J'avais envie de faire autre chose, de donner une nouvelle impulsion à ma vie. Et j'ai décidé donc de créer une plateforme ouverte avec des compétences qui n'étaient pas forcément des salariés ou des actionnaires et de les mettre à disposition des annonceurs, qu'ils soient dans l'Est ou à Paris ou ailleurs en Europe, et de leur apporter non plus simplement les compétences qui étaient disponibles dans une agence de publicité classique, mais véritablement de créer des équipes dédiées par rapport aux problématiques données. Et j'ai centré cette réflexion. Et donc, en fait, on est quand même dans le domaine du numérique, complètement dans le domaine du numérique. Et puis, Gabrielle Apasti. Alors, je vais vous laisser vous présenter, puisque vous avez un petit peu le trac, comme ça va partir. Allez. Gabrielle, parce qu'on va vous voir souvent ici au forum. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Apasti. Près du micro. Je suis théseur en 3e année à l'IGBMC. Doctorante, oui. Oui. Ma spécialisation, c'est la biologie du développement, mais j'aime bien m'occuper des autres projets à côté de mes études doctorales, comme la forum biotique par exemple, ou bien de l'éducation scientifique en milieu scolaire. D'accord, merci. Et puis nous aurons le plaisir de vous voir régulièrement ici au forum, puisque vous êtes grand témoin sur énormément de tables rondes. Et puis encore 2 autres grands témoins qui nous viennent du Haut-Rhin, du lycée Jeanne d'Arc. Je vous laisse vous présenter tous les deux, juste votre nom et votre classe. 1, 2. Bonjour. Oui, ça marche. Donc nous sommes tous les deux du lycée Jeanne d'Arc de Mulhouse, en classe de Terminal S. Donc voici. Adrien Stark. Et moi-même Louis Sibylle, voilà. Voilà. Alors sur l'influence des écrans, des images sur le cerveau, j'ai envie de commencer avec vous, Sébastien Boller, avec cette question très générale. Est-ce que notre cerveau est à ce point malléable que l'on ait tout le temps peur d'être sous influence, sous contrôle, notamment des écrans, des médias? Est-ce que nous sommes à ce point? Si quelque chose, c'est juste une sorte de caisse de résonance qui reçoit des stimuli et puis qui répond d'une manière presque pavlovienne. Est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, oui, le cerveau du citoyen moderne du XXIe siècle est bombardé par les médias du matin au soir. Plusieurs types de médias coexistent, la télévision principalement, qui malgré la progression d'Internet et des réseaux sociaux, continue à augmenter en temps d'audience, d'après les dernières enquêtes au niveau européen, avec environ 3h30 quotidiennes de télévision regardées activement ou en bruit de fond dans les foyers. Et donc Internet évidemment qui a beaucoup progressé et les réseaux sociaux. Alors au départ moi je m'étais beaucoup intéressé aux effets de la télévision sur nos cerveaux et il y a des études qui ont été menées depuis 10, 20, 30 années et qui montrent énormément de choses. C'est-à-dire qu'on voit le monde aujourd'hui, heureusement ça change avec Internet, on a vu le monde pendant 20, 30 ans à travers l'écran de la télévision. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe à l'autre bout de la planète et principalement des catastrophes à travers l'écran de télévision. Et un des premiers effets qui a été étudié par les psychologues sociaux, c'est l'effet anxiogène de la télévision, puisque évidemment les journaux télévisés sont bien souvent et s'ouvrent sur des catastrophes ou des scandales. Et l'effet de ce bombardement d'informations anxiogènes sur le cerveau a fait l'objet d'études circonstanciées, au point qu'on a accouché d'un concept, c'est le psychologue George Gerbner qui a fondé ce concept, qui est celui de grand méchant monde. Le grand méchant monde, c'est le grand méchant loup, sauf que le méchant, c'est le monde. C'est-à-dire qu'on est persuadé que le monde autour de nous est dangereux. Et des études ont comme ça montré que plus on consommait de médias anxiogènes, on peut mesurer ça en heures hebdomadaires, plus les gens surestiment la probabilité de se faire agresser en sortant de chez eux. Voilà. Donc il y a une distorsion de notre perception de la réalité qui peut être induite par les médias,
et qui ensuite a plein de conséquences sur notre comportement. Mais là, je ne vais pas monopoliser la parole et je parle juste de cet effet sur la peur et sur l'angoisse parce qu'il me paraît important, mais il y en a d'autres. Alors on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que c'est également intéressant d'évoquer la question en ce qui concerne éventuellement la violence sur l'impact de la télévision ou d'autres sur la violence et le comportement éventuellement criminel des jeunes. Daniel Lemler, à l'instant justement Sébastien Bollard disait l'effet anxiogène. Est-ce que c'est quelque chose que l'on constate, que vous constatez également? Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, notre conscience? Parce que je sais que chez les psychanalystes, il y a le cerveau a une autre interprétation. Et comment on reçoit ça? Le psychisme, c'est plutôt le psychisme là dont il sera question. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on reçoit toutes ces informations? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'en recueille que ce qu'on veut bien nous en dire, hein, puisqu'on ne mesure rien, on n'a aucun appareil pour aller voir ce qui s'y passe, ce qui nous intéresse relativement peu. Ce qu'on en dit, donc les témoignages des gens qui sont chez vous. Alors, puisque la télé, c'est particulièrement anxiogène, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet particulier des médias, et qui est de plus en plus flagrant. J'entendais tout à l'heure Didier Sicard qui disait qu'on a une crispation dans le présent ou sur le présent. Les médias, elles ont cette fâcheuse tendance à nous figer dans l'instant de voir. C'est-à-dire que nous sommes branchés en permanence sur le monde entier, ce qui est radicalement nouveau. Je veux dire, quand j'étais jeune, on ne savait pas ce qui se passait en Chine. S'il y avait un car qui déraillait, qui sortait de route, on n'en savait pas grand-chose. Aujourd'hui, on est informé dans ce qu'on a coutume d'appeler le temps réel. Et donc, on vit dans un temps réel, on passe d'instant de voir en instant de voir, et ce qui progressivement sort de ce mécanisme, de ce fonctionnement, c'est tout ce qui a à voir avec le temps pour comprendre, et puis la possibilité de conclure. On voit, on passe d'un événement à un autre, et ce système-là n'appelle pas notre réflexion. Et là, à partir de là, on peut se poser C'est-à-dire qu'on est hypnotisé, on est absent à ce qui se passe, on n'est pas actif, il n'appelle pas notre réflexion, c'est ça? On est confronté à voir, je me souviens quand il y a eu les Twins, quand les deux tours se sont effondrées à New York, on a passé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je ne sais pas combien d'heures à voir et à revoir les mêmes images. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui fait appel à notre réflexion, ça fait appel à des choses très différentes en nous, quelque chose qui a à voir avec notre système pulsionnel. Voir, c'est une pulsion, c'est la pulsion scopique, et ça reste figé à cet endroit-là. Oui, Sébastien Boller. Je suis très très intéressé par ce que vous dites et je ne voudrais pas du tout m'opposer. Pardon, on va vous mettre un peu de son. Je suis très intéressé par ce que vous dites et j'y vois plutôt une complémentarité d'approche quand on parle du psychisme, du cerveau. En tout cas, pour moi qui m'intéresse au cerveau, ce que vous dites, cette capacité des images à nous plonger dans l'instant, c'est une réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, il y a des centres de recherche en neurosciences à Lyon qui étudient les mécanismes de l'attention. Comment l'attention du cerveau est capturée par certains stimuli. Et la télévision, par exemple, se caractérise par des stimuli qui se renouvellent sans arrêt. Toutes les 3 ou 4 secondes en moyenne dans les publicités, des plans un peu plus longs sur les informations, mais il y a un renouvellement très rapide des images qui ne correspond pas à notre vie réelle. Dans la vie réelle, par exemple, vous allez avoir devant vous pendant plus d'1 heure la même image, et c'est ça la vie réelle. Mais la télévision, ça change toujours. Et le changement d'image active des zones bien précises du cerveau qui sont dévolues à l'orientation de l'attention, et qui fonctionnent notamment avec la dopamine dont on parlait tout à l'heure, et qui procure une espèce de petit moment de plaisir comme ça, mais qui n'appelle à aucune réflexion, effectivement, comme vous le disiez, et qui fait qu'on est sans arrêt obligé d'accorder son attention à l'image suivante parce qu'elle nous capture littéralement par ces mécanismes. Oui, du coup, ça nous rend absents à nous-mêmes et c'est hypnotisant. Alors, moi, je pense que Serge Issereau, il est temps de vous passer la parole parce que j'imagine que vous allez nous dire « ne diabolisons pas », n'idéalisons pas non plus. Eh bien non, je ne vais pas vous dire ça.
Je vais vous dire d'abord que je suis d'accord bien sûr avec ce qui vient d'être dit. Alors d'abord cet aspect assez paradoxal quand même aujourd'hui des grands médias. En principe, ils devraient nous rendre sensibles à l'ensemble du monde, à la souffrance où qu'elle soit. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un effet paradoxal. Il y a tellement de souffrance du monde qui nous est bombardée en permanence sans que nous puissions nous y préparer et bombarder à tout moment et à travers de multiples supports que finalement souvent ça produit un effet très différent, plutôt un effet de repli sur soi, de découragement, de désintérêt, voire même un effet de sentiment de persécution, le sentiment du grand monde méchant, et grand méchant monde, effectivement, comme disait Germner déjà dans les années 1960. Alors c'est vrai que tout va trop vite, qu'on a besoin d'un temps de digestion que les médias ne nous donnent pas, qu'il faut absolument que nous nous donnions nous-mêmes, on va en parler. Mais je voudrais quand même, pour cette petite introduction, insister sur deux choses qui n'ont pas été dites, qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'on est parti sur les contenus des médias. On sait très bien de partir sur les contenus des médias, mais il faut se rendre compte que les médias, c'est pas seulement des contenus. C'est un rapport nouveau à la connaissance, par exemple avec Wikipédia, un rapport nouveau aux apprentissages, le fait que notre intelligence visuelle soit aujourd'hui énormément sollicitée parallèlement à notre intelligence plus linéaire, plus cristallisée, plus verbale. Et puis l'autre grande chose que j'aimerais qu'on garde à l'esprit, c'est que dès qu'on pense à l'influence des médias, on pense ado-adulte. Mais il ne faut pas oublier l'influence des médias sur les bébés. Et malheureusement, souvent, il y a tendance à surdramatiser les enjeux des médias à l'adolescence et à sous-évaluer l'importance de la télévision pour les bébés. C'est-à-dire quand on les laisse face à la télévision tout seul, quand on les laisse face à la télévision, ou même quand on les laisse jouer devant un poste qui est allumé. Il y a des travaux, Tiffany Pempek, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, qui a montré qu'un bébé qui joue devant un récepteur de télévision allumé est un bébé qui a des périodes de jeu spontanées beaucoup plus courtes. Et on sait aujourd'hui par ailleurs que plus les périodes de jeu spontanées d'un bébé sont longues, et plus c'est un bon indicateur d'un développement favorable ultérieur. Donc l'inverse est vrai aussi, plus les périodes de jeu spontanées sont courtes, brèves, et plus ce bébé va avoir de la difficulté à construire ses repères temporels et spatiaux. Et évidemment, un poste de télévision allumé à côté d'un bébé réduit considérablement ses périodes de jeu parce qu'il est tout simplement constamment dérangé, comme nous-mêmes pourrions l'être si on voulait lire un livre au milieu d'un feu d'artifice ou d'un concert de musique militaire. Donc là, les effets sont démontrés et malheureusement, il y a une publicité insuffisante autour de cela. Donc je ne dis pas ça pour minimiser l'influence des écrans sur les adultes et les ados, mais pour dire qu'il faut aussi beaucoup plus que nous le faisons aujourd'hui, nous préoccuper de nos tout jeunes enfants. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure avec vous comment, enfin en tout cas, quelle est la réflexion que vous proposez, les pistes de travail concrètes que vous proposez également sur ce sujet. Sébastien Bollard, je disais que j'allais revenir à vous sur la question de la criminalité, parce que de tout temps, on a entendu ce qui est violent à la télé, pas que la télé, on parle de la télé, mais il n'y a pas que, il y a le cinéma, il y a la presse, il y a tout. Cette violence que l'on voit ailleurs, sur les jeux vidéo, a une influence sur le comportement, notamment des jeunes. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes intéressé à la télévision, aux études sur le sujet. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Alors moi, j'ai ma lecture de tout un pan de recherche scientifique sur ces questions-là. C'est un regard qu'on peut proposer. Je sais que c'est un point de vue qui est contesté, mais les études scientifiques sur l'impact des contenus violents auprès des utilisateurs semblent montrer qu'il y a un petit effet quand même. Voilà, plus un jeune, par exemple, il y avait des statistiques qui avaient montré qu'un adolescent aux États-Unis avait assisté en moyenne à 15 000 meurtres à l'âge de 18 ans sur un écran. Donc l'impact de ces images semble entraîner une sorte de banalisation, de désensibilisation à la violence. Alors il y a des expériences qui sont faites, par exemple, où on met des jeunes sujets dans une pièce et puis on les fait jouer à des jeux violents, où on leur montre des émissions violentes, et puis au milieu de l'expérience, il y a une petite alarme qui retentit, et puis ils apprennent qu'il y a un autre enfant qui est en train de se faire agresser dans la pièce à côté.
Et puis, selon ces études, on voit que ces gens qui sont immergés dans un bain de violence ne réagissent pas et ne vont pas apporter leur aide à la personne qui se fait agresser. Donc, ce sont des expériences en laboratoire, donc qui peuvent être contestées de ce point de vue-là, mais quand même, les statistiques sur la consommation de médias violents et les passages à l'acte, ensuite les trajectoires dans la délinquance juvénile semblent montrer un effet. Voilà, c'est pas une conclusion catégorique, mais je pense que le fait de voir de la violence à la télévision est plus susceptible d'avoir des effets négatifs que positifs. Daniel Ebler, sur les faits, sur les jeunes, sur ce sujet. Il y a quelque chose qu'on sait tous, c'est qu'à chaque fois qu'on passe Orange Mécanique, dans les jours qui suivent, il y a des actes de violence qui sont perpétrés parce qu'il y a déjà un effet, on va dire, mimétique. C'est un modèle qui apparaît dans lequel certains sujets, pas toujours jeunes, arrivent tout de suite à se mouler. Ça, c'est une chose. Ensuite, la question de l'image en tant que telle est toujours la même. Je disais tout à l'heure qu'elle fait appel à la pulsion scopique. Alors, je voudrais faire juste une incise par rapport à ce que disait mon voisin sur le problème de l'enfant, parce que ça explique ce qui se passe par rapport à la violence à l'écran. On a tous appris à parler et à lire avec des images. C'est-à-dire, ce n'est pas l'image qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le fait que cette image, elle soit véhiculée par un tiers ou pas. Le problème des médias, le problème des écrans, c'est que c'est les écrans qui parlent directement. Il n'y a pas de tiers. Je veux dire, une image violente, quand il y a un tiers, elle peut être expliquée. Quand il n'y a pas de tiers, c'est ce qui est montré dans certaines publicités préventives, on voit que l'enfant le prend en pleine figure. Il le prend en pleine figure parce qu'il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de parole possible. Donc ça fait appel à d'autres processus chez l'enfant. Donc un bébé qui va se retrouver régulièrement devant un écran, un jeune enfant, avant d'avoir appris à parler et à écrire, c'est la fonction imaginaire qui va prendre le pas sur la fonction symbolique, qui est toujours amenée quand un tiers parle. Et c'est toujours la même question. Tout le monde le sait. Chaque fois qu'on a la possibilité de parler, on arrive à éviter la dimension traumatique d'un événement. Que l'enfant rentre à la maison, puisse raconter ce qui lui est arrivé à l'école ou ce qu'il a vu à la télé, c'est la même question. S'il reste seul avec les sentiments, les émotions que ça a générées en lui, ça peut avoir effet traumatique, ça peut se traduire par des comportements mimétiques, par des comportements angoissés, par des comportements d'évitement, de peur, etc. Oui, Serge Tisseron. Oui. On parle des médias et vous avez remarqué qu'on parle de la télévision, on parle du cinéma, on parle des médias, bon, pas forcément nouveaux, voilà, mais des médias aujourd'hui qui sont numériques, la télévision l'est aussi. Mais il ne faut pas oublier quand même que la violence du paysage audiovisuel, c'est aussi une violence du paysage, du paysage audiovisuel de l'image fixe. Dès qu'il y a une catastrophe, il peut y avoir des couvertures hebdomadaires extraordinairement agressives. On en a vu au moment des attentats de Madrid, on en a vu au moment du tsunami. Et puis il ne faut pas oublier aussi toutes les publicités pour les revues X qui sont à l'affichage et en général à 50 cm du sol, exactement à la hauteur où se trouve le jeune enfant dans sa poussette ou quand il commence à marcher. Et donc, du coup, je crois qu'il faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, si on s'interroge sur les conséquences du paysage audiovisuel, il faut aussi intégrer l'ensemble des images fixes, ou aussi on pourrait parler de certaines bandes dessinées qui ont ni queue ni tête, qui sont des juxtapositions d'images sans aucune construction narrative, qui déroutent tout désir de l'enfant d'y comprendre quoi que ce soit. Sur le même modèle d'ailleurs que la plupart des dessins animés pour enfants, qui déroutent toute tentative d'y comprendre quoi que ce soit. Mais on le trouve aussi dans la BD. Et puis il ne faut pas oublier non plus le fameux journal télévisé qui est regardé par beaucoup d'enfants et qui est extrêmement perturbant pour beaucoup
d'entre eux. Et puis je voudrais également dire, pour en effet surenchérir par rapport à ce que dit Daniel, l'importance de dire les choses, ça commence pas avec les images. Quand vous couchez un enfant, ben, c'est important de lui dire je te couche, je te mets ta couverture, ou bien mets ton pyjama, ou tu as bien mis ton pyjama, ou je suis content, voilà, ce pyjama te va très bien. On ne commence pas à parler le jour où on allume la télévision. Voilà, si vous commencez à parler tout le temps, pour toute chose, que vous commentez ce qui se passe en permanence, eh bien vous vous rendrez compte que vous continuez à parler des images que vous voyez, seul ou en famille. Si en revanche vous ne vous entraînez pas à parler constamment de tout ce que vous faites et tout ce qui vous arrive, devant les images, vous ne direz rien non plus, vous ne direz rien à vos enfants et vos enfants ne seront rien invités à vous en dire. Alors on a commencé par les contenus effectivement anxiogènes et puis tous les journalistes vous diront et les rédactions vous diront que premièrement peut-être que ça n'intéresse pas grand monde, les choses qui fonctionnent, plutôt les trains qui déraillent, qui attirent l'attention, donc c'est à discuter. Il y a aussi le devoir d'amener une actualité, mais aussi terrible soit-elle, de la faire porter à la connaissance des autres, de la dénoncer même. Et puis le deuxième point, donc le pouvoir hypnotisant ou hypnotique des écrans, de la télévision. Et on a abordé la question de la violence, et puis Sébastien vient me souffler à l'instant, il me dit la politique, l'influence de la politique. Oui, alors on y va. J'entendais Serge Tisseron parler du caractère agressif, parfois des retransmissions de la réalité. On n'est plus dans la fiction, effectivement, quand on voit les attentats de Madrid, le tsunami, et puis bien entendu ce qui restera comme l'image marquante peut-être du siècle, ce sont les attentats du 11 septembre 2001. Ces images, quel impact elles ont au niveau, à grande échelle sur les populations et sur les prises de décision politiques, ça c'est une vraie question et qui a été étudiée par un grand courant de psychologie expérimentale aux États-Unis, déjà qui avait commencé dans les années 1990 et qui s'appelle la psychologie existentielle. Alors c'est un grand mot, mais en gros ce sont environ 200 groupes de recherche aux États-Unis qui se sont demandés mais enfin quel impact ça a, ces images des symboles de notre pays qui sont frappés de plein fouet sur le comportement politique des citoyens. Et ils ont constaté que quand on expose, quand ils exposaient en l'occurrence des sujets à des images d'attentats terroristes, des images très violentes, et qu'ensuite il leur donnait le choix de se prononcer pour un jugement plutôt clément ou plutôt très sévère vis-à-vis de petits délinquants, constataient que les gens qui avaient été impactés par des images de terrorisme étaient beaucoup plus sévères vis-à-vis de la répression de la criminalité sous toutes ses formes. Et ils expliquaient ça en disant qu'en fait, les Américains avaient été confrontés à l'image de leur propre fragilité, ce qui était quelque chose d'assez nouveau, et de leur propre mortalité. Ce qui a donné lieu à l'idée que l'angoisse de mort, lorsqu'elle afflue comme ça au niveau presque conscient, et parfois carrément au niveau conscient, se traduit par un besoin de se replier sur des valeurs fondatrices du groupe. Donc beaucoup plus de nationalisme, de patriotisme, d'intolérance, et repli vers des valeurs beaucoup plus républicaines aux États-Unis. Et au lendemain des attentats du 11 septembre, ça s'est traduit par une hausse, je crois, de 40% de la cote de popularité de l'administration Bush. Et c'était vraiment une grille d'interprétation très frappante pour les psychologues à cette époque-là. Et quelques années plus tard, l'année suivante en France, la campagne électorale de 2002 a été marquée du sceau de l'insécurité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une augmentation de 300% des articles dans la presse écrite liés à l'insécurité, avec eh bien, la radicalisation des positions jusqu'au second tour de l'élection présidentielle, avec le Front National au second tour, et une préoccupation vraiment sur des valeurs de repli vers les valeurs nationalistes, ce qui maintenant est pratiquement un classique en psychologie sociale. Donc être bombardé par des images anxiogènes, ça peut avoir des impacts au niveau des grands nombres, au niveau des populations, au niveau des choix politiques, sans qu'on s'en rende compte. Alors, dans le domaine de la communication, Gilles Auberger de la publicité, alors les gens, ils peuvent passer pour des gens aussi bien géniaux, parce que quand on aime leur campagne, que pour peut-être des diables, parce qu'ils nous manipulent, parce qu'il y a une construction de messages derrière. Alors, on en est où aujourd'hui, surtout maintenant qu'on est à l'ère quand même du numérique? C'est pour ça que j'avais envie que vous soyez là avec The Connecting Place. Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes ressorts pour fabriquer une image, composer un message pour avoir un impact sur l'autre, où ça a changé? Bon, alors je vais intervenir en tant que publicitaire avec au préalable le dicton quand le sage montre la vue, l'imbécile regarde le doigt. Donc je ne voudrais pas qu'on accuse simplement les publicitaires. Pas du tout. Non, pas du tout. De tous les mots. Je pense que les publicitaires se sont construits et apportent un vrai service économique qui
correspond effectivement à leur époque. Alors ce qui a changé, je pense que si on revient un tout petit peu en arrière, si vous le permettez, vous vous souvenez qu'après la guerre, finalement, on avait manqué de beaucoup de choses et la production s'est mise à produire et finalement, elle suffisait à assouvir les besoins des gens jusqu'à ce que la surproduction entraîne le besoin de différencier, le besoin de différenciation. Là est né le design. Le design, c'était finalement comment distinguer un produit d'un autre par non pas simplement sa forme, son dessin des E2SEIN, mais son dessin des E2SEIN, c'est-à-dire l'intention du produit, l'intention de la marque qui porte ce produit. Alors la publicité, pendant longtemps, elle a cherché en jouant alors, avec des artifices de type la répétition, le slogan, la mise en scène idéalisée, etc. Elle a cherché effectivement, non pas à manipuler, mais je crois à éveiller les désirs, non pas les besoins. Je vous rappelle que Maslow nous avait expliqué qu'il existe une pyramide des besoins de 5 étages. On commence par assouvir les besoins physiologiques fondamentaux et puis on monte d'étage en étage, chacun d'entre nous, et dans sa pyramide de Maslow, à un niveau différent. On passe des besoins physiologiques aux besoins sociaux et l'individu a besoin de se relier, de se connecter, de se relier. Et effectivement, la marque, le produit, assouvit ce besoin en lui permettant de se relier aux autres. Alors pendant longtemps, on était dans une publicité qui était plutôt de l'ordre de la propagande, qui utilisait les masses médias pour toucher un consommateur qui était au sein d'un mass market, qui était une population, on l'appelait la ménagère de moins de 50 ans. Et vous vous souvenez que Patrick Lelay s'était illustré il y a une dizaine d'années en disant finalement ma chaîne TF1 n'est au service des marques que pour vendre du temps de cerveau disponible. Ça avait à l'époque beaucoup choqué de penser qu'une chaîne d'information nationale, non, c'est d'abord un groupe privé TF1. J'en ai parlé avec eux la semaine dernière, ils assument leur rôle de chaîne privée, de diffusion de programmes, plus ou moins réjouissants, plus ou moins valorisants, qualitatifs, etc. Et donc quand Patrick Lelay avait dit « je vends du temps de cerveau disponible », en fait il était simplement un peu cynique, certes, mais en même temps prescripteur de ce qui est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vécu l'hyperfragmentation des médias, c'est-à-dire que la TNT, la catch télé, vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez regarder la télévision en différé, ce qui vous permet effectivement de consommer votre télévision selon vos besoins, selon vos contraintes, etc. Et donc la difficulté aujourd'hui pour un annonceur, pour une marque, c'est de rencontrer la disponibilité du spectateur. Parce qu'il y a beaucoup de zapping, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, parce que... Il est plus averti ou... D'abord, il est moins disponible devant la télévision. C'est fini l'heure de la grand-messe du 20h. Vous vous souvenez, on a tous grandi avec la grand-messe. On savait qu'on vibrait tous. La France entière vibrait à 20h avec le fameux journal de la première chaîne. Aujourd'hui, chacun regarde son journal à son heure, etc. Il n'y a plus ce phénomène de communauté autour du partage. On a parlé de grand-messe, oui, c'est un peu religieux, religaré. On se relie finalement autour de l'information. Et donc cette disponibilité n'étant plus là, parce qu'aussi les jeunes ne consomment plus les médias de la même façon. Vous savez qu'aujourd'hui un jeune consomme 27 heures de temps média en 10 heures de temps homme. Nous faisions une chose à la fois, c'est-à-dire qu'on consommait 10 heures de médias en 10 heures de temps homme. Eux sont capables, avec le casque sur les oreilles, avec ce qu'on appelle le second screen, vous savez, le deuxième écran, qu'on appelle aussi le companion screen. Donc ils sont devant la télévision de papa, mais en même temps ils ont leur écran, leur iPad, leur tablette sur les genoux et ils continuent à communiquer avec leur communauté, à approfondir, à googliser l'information. Et ça c'est intéressant, parce qu'ils ne prennent plus l'information descendante comme une parole d'évangile, mais ils sont en permanence dans un mécanisme de challenger cette vérité et essayer de se construire leur propre vérité. Dans ce contexte-là, leur disponibilité est de moins en moins évidente. Et donc nous sommes, nous les publicitaires, à la recherche de ce qu'on appelle l'économie de la disponibilité. C'est-à-dire à quel moment je peux intervenir et t'apporter une information qui, si possible, te rend service, te permet de grandir dans ta pyramide de Maslow, d'assouvir tes besoins et de te réaliser. Moi, je suis un apôtre de l'achievement, de la réalisation de soi. Vous savez, c'est l'étape finale de la pyramide de Maslow. Et je pense que autour de nous, chaque individu cherche des autorités qui lui permettent, autorités autorisées, qui lui permettent de devenir auteur,
de devenir un peu lui-même et de s'accomplir. Et la marque a une responsabilité dans ce domaine. Sachant que la publicité est extrêmement critiquée aujourd'hui, je vous ai apporté simplement un chiffre très intéressant qui montre combien aujourd'hui les gens sont devenus publiphobes. Le chiffre est passé de 25 à 33%. Donc 33% seulement de gens aiment la publicité et de 20 à 14% de gens aiment la publicité et de 25 à 33% la détestent. Ils détestent la publicité, mais ils attendent des marques qu'elle leur apporte quand même quelque chose. Simplement avec un autre langage, peut-être. Serge Tissereau, vous vouliez intervenir là-dessus, réagir? Oui, parce que il ne faut pas confondre la publicité et la réclame. La réclame, on sait ce que c'est un panneau qui nous vante un produit ou éventuellement un écran avant le journal télévisé qui nous vante un produit. Alors là, on sait ce que c'est. La publicité rentre dans sa case. Donc, ah oui, tiens, c'est encore la publicité. Je vais en profiter pour aller me faire un sandwich ou ou éteindre mon four. Donc ça y est, on sait ce que c'est. Ou éventuellement, on peut dire, ah ben tiens, un nouveau produit, ben tiens, je vais regarder. Voilà, ça a l'air intéressant. Mais ça, c'est ce qu'on appelait traditionnellement la réclame. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la publicité, elle fonctionne bien différemment. Je vais vous en donner 3 exemples. Tous les programmes de télévision pour jeunes enfants ne contiennent pas de publicité. En revanche, ce sont entièrement des programmes publicitaires, parce que le moteur économique des programmes pour enfants, c'est pas l'argent que va toucher le réalisateur et le diffuseur, parce que ces programmes sont peu regardés, ils rapportent peu, ils sont sur le satellite éventuellement. Qu'est-ce qui va être le moteur économique des programmes pour enfants? Ça va être que dans ces programmes pour enfants, il y a des petits animaux qui ont une certaine apparence, et puis ces petits animaux, vous les retrouvez, ou vos enfants les retrouvent au supermarché. Et dès qu'ils voient le petit écureuil qu'ils voient à la télévision sur un paquet de biscuits, c'est ce paquet de biscuits-là qu'ils veulent. Et effectivement, il n'y a pas eu d'écran publicitaire. Mais tous les programmes aujourd'hui de télé pour enfants sont des programmes publicitaires dont la rentabilité est assurée par ce qu'on appelle les produits dérivés. Vous avez tous en mémoire toutes ces trousses pour petits, les protège-cahiers, les crayons, les gommes, qui sont des produits dérivés. Et ça c'est de la vraie publicité dont les enfants ne se rendent pas compte et à laquelle ils s'habituent comme d'une évidence alors que c'est de la publicité. Deuxième exemple, la publicité virale. La publicité virale, c'est qu'utilisent les réseaux Internet, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui reçoit un petit peu d'argent parce qu'il a une audience sur Internet, il a beaucoup de followers, ou sur Twitter, donc il est convoqué par une marque de produits, il reçoit un peu de sous, et puis en contrepartie, il dit, j'ai acheté des chaussures de la marque machin, elles sont super, 140 signes, j'ai acheté des chaussures de machin, elles sont super. Et alors, les gens relayent, et du coup, c'est de la publicité. Et les gens croient que quelqu'un qu'ils apprécient par ailleurs s'est trouvé des bonnes chaussures et qu'il a envie de le savoir. Non, pas du tout. C'est devenu un relais publicitaire, publicité virale. Et là aussi, on reçoit des tweets, on ne sait pas que c'est de la pub. Troisième exemple, c'est le neuromarketing. Alors, le neuromarketing, ça ne marche pas encore de manière formidable, mais beaucoup de publicistes y croient comme une formule d'avenir, c'est-à-dire savoir comment notre cerveau fonctionne pour savoir comment nous présenter certains objets sans message publicitaire, avec un éclairage d'une certaine couleur, avec une déformation perceptive d'une certaine manière, et faire en sorte que ce produit-là, à cause de sa couleur, à cause de la déformation perceptive, tout d'un coup, on a beaucoup plus envie de l'acheter que le produit d'à côté qui est éclairé différemment ou qui est présenté sur un support de telle manière qu'on le voit différemment. Et donc, le neuromarketing, c'est la même chose, c'est vous présenter différents produits, ils sont tous éclairés différemment, vous les voyez tous différemment, mais il y en a un justement qui va être celui que vous allez avoir envie d'acheter parce que des chercheurs en psychologie, en neurobiologie ont montré que s'il est présenté comme ça, s'il est éclairé comme ça, vous allez avoir envie plus de l'acheter. Voilà. Donc le problème de la publicité aujourd'hui, c'est les 1001 détours qu'elle emploie pour que nous ne la repérions pas. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Et je pense que ça, c'est vraiment du formatage de notre esprit par des entreprises qui essayent de nous vendre des trucs à notre insu. Daniel Lemler. Oui, je voudrais rebondir un petit peu sur l'ouverture qui a été faite tout à l'heure sur, on va dire, une autre catégorie d'écran qui a une importance de plus en plus considérable dans nos vies et qui, pour moi, fait vraiment partie de cette question de comprendre l'effet des médias aussi bien sur notre cerveau que sur notre psychisme.
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand la télé est apparue dans nos salons, salles à manger et autres, hein, il y a une 60aine d'années, dans un petit coin, on appelait ça la petite lucarne. Hein, ça veut dire quelque chose qui vient s'ouvrir sur le monde. Et je pense qu'une des questions qui est posée par les écrans, c'est une question qui met en jeu l'intérieur et l'extérieur, hein, qui va quelque part subvertir ce clivage, pas nécessairement dans le bon sens. Alors, pour prendre la chose par un bout, je dirais, nous avons aujourd'hui, je pense presque tous, une exomémoire, hein, comme il y a certains insectes qui ont un exosquelette. Hein, une exomémoire que nous trimballons avec nous et qui de plus en plus souvent, quand on l'oublie ou quand elle ne marche pas, nous crée une certaine forme d'angoisse. Hein. On disait tout à l'heure, qu'est-ce qui est anxiogène? Ce qui est anxiogène, c'est d'avoir oublié son smartphone ou que tout d'un coup, il tombe en rade. On a donc une exomémoire et on a aussi un accès quasiment immédiat et permanent à un savoir qui nous excède de beaucoup. Et la particularité de ce savoir, c'est qu'il est en vrac et qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et que donc, malheureusement, je dirais ça comme ça, il n'y a pas de mode d'emploi pour les nuls de cet immense savoir auquel on a accès en permanence. Mais il y a une question. La fonction crée l'organe, avait-on dit à une certaine époque. Quand la fonction est supplée, que devient l'organe? La question qu'on est en droit de se poser, c'est ces exomémoires, cet accès à ce savoir qui, a priori, ne fait pas appel à notre capacité réflexive, quel effet ça va avoir dans les 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, hein, dans les temps à venir. Hein, qu'est-ce qu'on pourra observer de ce côté-là? Ça, c'est une question. L'autre question, elle vient aussi de ce rapport à l'écran. Freud disait dans un article qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Wunderblock, le bloc magique, hein, vous savez, ces ardoises magiques avec lesquelles on écrivait dans le temps. Il a utilisé ça pour essayer d'expliquer justement comment fonctionne notre mémoire, comment fonctionne l'inconscient. Il disait, les machines ne sont que des prolongements de nos organes des sens. C'est-à-dire, quelque part, les machines sont toutes des prothèses de nos organes des sens. Il y a quelque chose qui m'a frappé, je vais la citer, je lui ai promis, avec ma dernière fille, qui est d'une autre génération que ses aînés. Elle a 15 ans, et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais elle est née avec un organe surnuméraire. Hein. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais elle avait, comme beaucoup de gens de sa génération, un smartphone greffé dans la main. Quelque chose qui appartient de manière tout à fait majeure à son schéma corporel. C'est quelque chose qui est très frappant. Je pense que vous avez tous observé la dextérité qu'ont les gens de cette génération avec leurs appareils, tout ce qu'ils sont capables de faire avec une seule main. Hein, c'est pour ça que c'est très impressionnant, c'est vrai. Ça. Or, je me suis rendu compte véritablement un jour, c'est-à-dire un jour j'ai pris conscience que contrairement à ses aînés, quand elle rentrait à la maison, elle n'était pas vraiment à l'intérieur. Essayez de vous rappeler de ça. Quand les enfants qui ont aujourd'hui une trentaine d'années rentraient à la maison, ils fermaient la porte, les copains étaient dehors, ils étaient à la maison, ils étaient quelque part dans l'ordre familial, dans l'ordre de la famille, etc. Il y avait le téléphone, hein, qui n'a pas connu ces ados qui passent 3 heures au téléphone pour raconter leurs grandes histoires à leurs copines, leurs meilleurs amis, etc. Aujourd'hui, la question, telle que je l'ai observée, n'est plus tout à fait comme ça. C'est-à-dire, ce qui était décrit tout à l'heure, cette espèce de connexion permanente qui a ses qualités et ses défauts. Mais en tous les cas, pose une question précise, c'est qu'il n'y a plus tout à fait de dedans. Et je trouve que c'est une question importante parce que ça met en jeu une autre facette de cette notion du dedans et du dehors, qui est la question de l'intime et de l'extime. C'est-à-dire Facebook, par exemple. Qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui que l'intime? Qu'est-ce que le sujet garde comme son histoire propre, comme son jardin secret, comme on disait? Et ça, c'est encore renforcé par ce qu'on a appris récemment, à savoir que notre intimité était moins importante que la raison d'État. Ça nous a quand même été dit de façon claire et explicite. Eh bien, toutes ces questions-là, elles font partie de l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui, et elles participent de deux choses, à la fois de l'évolution de notre cerveau,
mais aussi de l'évolution de notre psychisme. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un sujet humain qui n'a plus d'intimité? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet humain qui sait, c'est quand même extraordinaire, vous vous rendez compte de ça? Nous savons tous qu'en permanence, nous sommes espionnés, épiés, enregistrés. Et pourtant, on n'est pas tous en train de faire un syndrome de persécution. Voilà des questions qui me semblent actuelles et que les rapports entre médias et cerveau ont à se poser. Sébastien Voller. Vous êtes vraiment sur ces deux questions. Alors, pardon, on a peut-être un problème Oui, sur ce... Vous êtes d'une clairvoyance rare, vraiment, je bois du petit lait. Sur la fonction créer l'organe, alors vous avez posé la question, et ce que vous décrivez, c'est ce qu'ont décrit les psychologues depuis 2011. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'effet Google. L'effet Google sont des psychologues de l'Université de Philadelphie qui ont remarqué que plus les utilisateurs d'Internet avaient confiance dans Google pour aller trouver des informations, moins ils les mémorisaient. Et à la limite, c'est quelque chose qui nous arrive tous les jours. C'est-à-dire que vous cherchez le nom d'un acteur, vous ne savez plus qui c'est, et puis vous abandonnez très vite la recherche mentale, parce que vous savez que vous allez trouver sur Google. Donc vous disiez, la fonction crée l'organe, effectivement, si on ne fait plus fonctionner sa mémoire, est-ce qu'elle va garder cette capacité à nous donner intérieurement ce que nous recherchons? Et les utilisations massives des moteurs de recherche semblent montrer que cette capacité de trouver les choses en mémoire s'atrophie peu à peu. Alors, c'est un peu catastrophiste, il faudrait vraiment voir si cet article est totalement incontesté ou pas, mais en tout cas, il y a des premières pistes de recherche. Et puis sur l'intime et l'extime aussi, je trouve, c'est merveilleusement décrit, on est en plein dans la problématique. Aujourd'hui, en neurosciences, on étudie beaucoup ce qu'on appelle le réseau par défaut. C'est ce que fait notre cerveau lorsque nous sommes seuls, lorsque nous ne sommes pas connectés aux autres, lorsque nous ne sommes pas en train de regarder la télévision, lorsque nous ne sommes pas en train de faire une tâche précise, lorsque notre esprit est livré à lui-même, lorsque nous sommes vraiment dans le noyau de notre personnalité, dans tout ce qu'elle a d'aléatoire, de vagabondage mental. Et on se rend compte que le rôle de ce réseau par défaut est fondamental pour organiser notre autobiographie personnelle, la façon dont nos souvenirs s'organisent en strates, dont nos désirs aussi se constituent. Il faut par moments se retrouver dans cet intime que vous décrivez. Et en même temps, mon voisin de droite décrivait le fait que les utilisateurs des nouveaux médias sont moins dupes d'un média à sens unique, c'est-à-dire qu'ils sont sur plusieurs réseaux. Donc ils mettent en cause toujours ce qu'ils reçoivent. Et donc il y a une démarche active qui est louable. Mais c'est aussi au prix peut-être d'une connexion permanente qui évacue un peu l'activité de ce réseau par défaut et du noyau de notre personnalité. Et j'aurais envie de dire très très bien pour remettre en question l'information et être très actif mentalement, mais savoir se ménager des plages de silence pour laisser fonctionner ces ondes internes. Voilà. Gabrielle Avasti. Oui, en fait, j'ai juste réfléchi. Il y avait tellement des choses intéressantes par rapport de l'effet de médias, de la réaction, ce qu'on doit supporter jour par jour, de l'effet des publicités, même les publiphobes qui sont représentés maintenant dans la société. Donc, apparemment, les gens n'aiment pas supporter passivement cet effet. Et donc, ma question surtout générale serait comment on peut influencer cet effet de médias. Est-ce qu'on peut influencer par rapport par exemple de quantité des publicités, nous les consommateurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre cet effet des médias? Par exemple, oui. Ou je sais pas, si on n'aime pas les contenus des nouvelles, l'agression, les criminalités, choses comme ça, ce qu'on voit dans les nouvelles, est-ce qu'on peut faire un effet? En fait, la question, c'est finalement, hein, vous me dites si je me trompe, finalement, c'est est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, j'imagine, hein? Qui veut répondre? Comment on réagit? Comment on se protège? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces effets des médias? On peut déjà modifier ces pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a certains médias sur Internet qui commencent à gagner des parts de marché. Des médias qui fonctionnent sur abonnement, qui proposent de l'information sans publicité, qui vivent uniquement de leurs abonnements et qui attirent finalement des gens qui sont en recherche d'explications alternatives sur l'actualité.
qui acceptent de ne pas prendre les médias comme un divertissement, mais plus comme un moyen de mieux comprendre les enjeux. Et c'est l'enjeu aujourd'hui ici, je crois, d'être des consommateurs éclairés. Et effectivement, je veux dire, c'est Condorcet, en XVIIIe siècle, qui disait que le système démocratique ne peut fonctionner que si les acteurs sont éclairés. Et c'est un énorme problème aujourd'hui, parce que si on doit compter sur les médias pour nous éclairer, effectivement, vous faites bien de poser la question, que faire ? Je crois qu'il faut simplement accepter de payer pour de la bonne information. Et peut-être continuer à développer un esprit critique. Je voulais juste, avant de poursuivre avec vous et surtout avec la salle, on va lui donner la parole, signaler que, comme vous le savez, dans le cadre de notre partenariat avec les établissements scolaires, cette année, il y a les GBMC, Gabriella en vient, il y a l'éducation nationale et les établissements de lycées du nord au sud de l'Alsace, il y a aussi l'ISEG. Donc on est allé sur la cible de Business School, on avait envie de les impliquer dans la construction des contenus de ce forum et tout simplement attirer votre attention sur le fait qu'ils nous ont concocté un journal qu'ils ont réalisé pour le Forum européen de bioéthique, qu'ils l'ont appelé Irréel et c'est leur point de vue à eux sur les nouvelles technologies numériques, je le dis avec des mots, des vieux mots, les nouvelles technologies numériques. Et alors, ils pensent que c'est plutôt positif. Sincèrement, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant et important de les laisser donner ce point de vue-là. Donc, je vous invite vraiment à prendre peut-être ce journal pour écouter aussi la voix de ces jeunes en business school. Vous vouliez encore intervenir avant que je passe à la salle, Serge Ciceron, Oui. Oui, tout d'abord, sur la manière dont le téléphone mobile peut être aujourd'hui intégré dans notre schéma corporel. Oui, d'accord, mais tous les objets qui sont en contact avec notre corps sont intégrés dans notre schéma corporel. C'était Marcel Mauss dans les années 1930 qui s'extasiait devant le fait qu'un arabe portant des babouches pouvait dévaler une montée d'escalier en gardant ses babouches aux pieds. Et il disait, mais c'est extraordinaire. Alors, sans aller chercher aussi loin, on peut dire marcher avec des talons hauts, marcher avec une jupe serrée. Bon, ben, si on n'a pas intégré ça dans son schéma corporel, on va pas loin. Donc tous les objets qui sont en contact avec notre corps sont intégrés dans notre schéma corporel. Je vous parle pas des lunettes, des prothèses, etc. Prothèses. Donc il n'y a pas de raison d'en être inquiet que le téléphone mobile soit intégré dans le schéma corporel. D'autant plus que si on parle de ce qu'il nous encourage à ne plus faire, d'accord. Mais bon, vous savez, Platon déjà était inquiet que le livre amène l'être humain à ne plus faire d'efforts de mémoire. On pourrait aussi parler des calculettes. Quand même, l'introduction des calculettes, c'était un gros débat. On disait, il ne faut pas, ça va empêcher les enfants de développer leur capacité de calcul mental. L'algèbre est une discipline qui va mourir. Les agendas. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon premier agenda, des gens je prenais des rendez-vous, des gens n'avaient pas d'agenda. Je disais, t'as pas d'agenda ? Non, j'ai pas d'agenda parce que je veux cultiver ma mémoire. Aujourd'hui, quand même, beaucoup de gens ont des agendas. Donc, il faut bien comprendre que, oui, alors, on peut parler de ce que ces technologies nous amènent à perdre, mais il ne faut pas perdre de vue non plus tout ce qu'elles nous font gagner. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, ce qui est important, si on veut construire un raisonnement éthique là autour, c'est chaque fois de voir quels sont les usages problématiques dont il faut s'écarter et quels sont les bons usages dont il faut se rapprocher. Mais ces technologies ne sont pas une source de danger qu'il faudrait et qui nécessiterait qu'on les consomme avec modération. Un peu de technologie, ça va. Beaucoup de technologie, bonjour les dégâts. L'important, c'est de voir de quelle manière ces outils peuvent être intégrés de manière positive dans nos vies. Et là, il y a beaucoup à faire parce que comme la transition est très rapide, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir quels sont les bons usages à développer. C'est vrai que beaucoup de mésusages se développent. Il y a toute une information à faire là autour. Daniel Lemler encore. Oui, justement, alors en écho à ce que dit Serge Tisseron et par rapport à la question que vous posiez, moi je pense qu'un des éléments fondamentaux par rapport à cette question-là est dévolu à l'éducation nationale. C'est-à-dire il faut que l'éducation permette au sujet d'être capable de discriminer et de critiquer, pas seulement des basiques. À ce titre-là, la responsabilité, on va dire, de l'État est très importante. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on se débrouille avec toutes ces choses-là ? Si on parle de manière très crue, on doit arriver à échapper à deux formes d'hypnose, l'hypnose par l'image et l'hypnose par la parole, qui sont les deux éléments qui sont portés par les médias. Et la seule manière de pouvoir échapper à ces éléments-là, c'est d'avoir développé une capacité critique. C'est-à-dire de pouvoir avoir un écart par rapport à ce qui se passe. Et de nouveau, on retombe sur le tiers.
Je veux dire, c'est le tiers qui va apprendre à l'enfant à regarder une image, à regarder une émission, à y entendre quelque chose et à introduire une dimension critique. D'accord, merci. Alors avant de quitter complètement la tribune, on a également Louis et puis Adrien donc, de Jeanne d'Arc qui veulent intervenir. Nous voulons réagir un peu par rapport à ce que nous avons entendu du point de vue de la jeunesse. On a commencé ce débat avec Sébastien Beuler qui disait qu'on passait environ 3h30 devant la télé, sans compter Internet. En 97, j'ai lu une étude, dernièrement pas en 97, comme quoi 81 des Français se disaient esclaves de la télé. Je pense qu'on peut vraiment parler d'addiction. Quand quelqu'un passe 3-4 heures dans un bar après le travail, on parle d'addiction à l'alcool, etc. Quand on passe 3-4 heures devant les médias, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Et Michel Weil, ce matin, lors de la conférence des addictions, disait que l'addiction se progresse quand on a une félicité de l'offre. Et ces derniers temps, l'offre n'a fait qu'augmenter. Regardons à Noël le nombre de panneaux publicitaires que nous avions pour les différentes interfaces telles que les tablettes, etc. Et ça pose le problème, c'est que j'avais lu une autre étude qui disait comme quoi les jeunes, les scientifiques ont découvert chez les jeunes une prédominance, quand ils regardaient la télé, etc., à développer le rythme alpha, vous me corrigez si je me trompe, qui serait un peu comme un état de relaxation, je dirais presque d'ensorcellement, équivalent à l'hypnose du premier degré. Donc nous serions hypnotisés, et ceci devant quoi? Devant, comme vous l'aviez dit, avec les propos du président de TF1, devant une mise en valeur de la publicité, devant des programmes. Bien sûr, la télé est un outil extraordinaire, il y a des reportages, etc., très intéressants, mais pourtant, si on regarde les jeunes, les audiences sont plus élevées sur des programmes tels que Secret Story, etc., qui n'ont pas vraiment prouvé leur valeur culturelle pour l'instant. Et ça appelle une critique. Sans oublier... On peut en laisser pour tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul, du point de vue d'un jeune comme vous, de vos petits-enfants, de vos enfants ou de vos frères et sœurs, je ne pense pas que vous voulez d'une société considérée comme une masse, comme un marché, ni non plus d'un abrutissement d'une société. Et je voulais savoir... Ni d'une aliénation, j'imagine. Voilà, etc. Et je pense que c'est vraiment un problème qu'on doit vraiment poser, qu'on pose rarement, qu'on met rarement en débat, les médias, etc. Et du coup, est-ce qu'on devrait se sensibiliser plus à l'école? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose? Enfin, vraiment, je suis... On va passer le micro. Voilà. Merci beaucoup pour cette réflexion. Oui, c'était important de l'écouter. Adrien. Donc moi, la partie sur la violence à la télévision, sur les jeux vidéo m'a spécialement intéressé. Donc il y a un grand philosophe, Aristote, qui parlait de l'effet de catharsis à l'époque, pour tout ce qui est théâtre, etc. Et je me demandais si c'était encore valable aujourd'hui dans la société actuelle, par rapport à tout ce qui est à la télé, à Internet. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable effet de catharsis, comme annoncé à l'époque, ou alors est-ce qu'on est dans un excès qui, au contraire, produit l'inverse? Et je me disais aussi que, c'est mon ressenti personnel, ou comme je l'observe dans ma vie de tous les jours, est-ce que, étrangement, la réalité retransmise, telle que la télé-réalité ou le journal télévisé, rend pas les gens plus violents ou plus sensibles au monde extérieur? C'est-à-dire qu'on est plus touché par la réalité retransmise que par la fiction, telle que le jeu vidéo ou le film fantastique. Vous voulez répondre, Sébastien Boller, Serge Tisseron? Oui. C'est toujours en ces termes qu'a souvent été posé le débat sur la violence avec la catharsis. Les travaux expérimentaux semblent montrer qu'il y a plutôt un effet de facilitation de la violence plutôt qu'un effet de catharsis, qui serait plutôt une baisse des comportements violents. Mais il faudrait savoir vraiment ce qu'on entend par catharsis, et je pense que la notion de tiers dont on parlait est importante. C'est-à-dire que dans la catharsis, il y a une phase de retour au calme où la personne qui a été exposée à une violence est dans un processus de maturation.
elle retourne au calme en réorganisant son système de valeurs. Et je pense que dans la violence télévisuelle, il n'y a jamais le temps de laisser décanter ou d'avoir l'intervention d'un tiers qui permet de réorganiser ces stimuli. Et le stimulus reste un pur stimulus, et c'est là, à mon avis, quel problème, qui fait qu'on n'a peut-être pas de catharsis dans ce cas-là. Et sinon, la deuxième question... Serge Tisseron. Oui, l'utilisation du mot de catharsis a toujours été une erreur. Hein, depuis, il a été complètement oublié. Il a été réintroduit au XVIIIe siècle, hein, d'ailleurs par des moralistes à l'époque, hein, Corneille, Racine, pour justifier la mise en scène d'actes de violence au théâtre. Et ces moralistes sont appuyés pour Aristote pour dire c'est justifié de mettre en scène de la violence au théâtre. Mais le mot a toujours été employé dans un très mauvais sens. Pour Aristote, le mot de catharsis désignait la pitié et la crainte. Vous voyez que quand on regarde un film d'horreur ou un film de science-fiction hyper violent, on n'est pas dans la pitié et la crainte. Et c'était une idée chez Aristote inséparable du fait que le peuple entier soit rassemblé pour assister à la mise en scène des grands drames historiques collectifs, voilà, pour se purger de la pitié et de la crainte contre les ennemis. Ce qui fait que si les ennemis revenaient, on n'aurait plus ni pitié ni crainte pour eux. Voilà. Donc le mot a toujours été employé de manière abusive. Et ce qu'on sait en effet aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir le désir chez des gens qui vivent des situations de violence, qu'ils subissent, de trouver dans ces films un apaisement, dans des films violents un apaisement, mais le problème c'est que ça risque au contraire, hein, d'aggraver leur représentation du monde violent. Donc il faut bien distinguer entre ce que les gens y cherchent ou ce qu'ils disent consciemment y trouver et puis ce qu'ils y trouvent en réalité et ce que ça risque de développer chez eux. Hein. Mais la question des spectacles hyper violents est évidemment à réfléchir du point de vue de leurs conséquences, mais il faut aussi réfléchir du point de vue de la question de savoir qui les cherche et pourquoi les gens qui les cherchent. Ils perdent sur les deux tableaux. Hein. Non seulement ils ne trouvent pas l'apaisement qu'ils y cherchent, mais en plus ils développent une hyperviolence qui leur donne encore plus le besoin de trouver des films violents dans un cercle vicieux sans fin. Nous allons passer la parole au public, mais je vais me donner le privilège de poser la première question. Tout à l'heure, Daniel Lemler expliquait qu'il y avait autrefois l'intérieur et l'extérieur et qu'aujourd'hui, l'extérieur se prolonge dans l'intérieur, faussant et troublant un tout petit peu ces anciennes frontières. Et puis, Sébastien expliquait, et vous, Serge Tisseron, que c'était peut-être pas si grave. Mais je vois dans ma vie de tous les jours des jeunes qui achètent un nouveau string, qui font la photo de ce string et qui le mettent immédiatement sur Facebook et qui faussent, eux, une autre limite, qui est la limite entre l'intimité et ce qu'on pourrait appeler l'extimité. Est-ce que vous ne pensez pas que là, faussement, cette perturbation de cette limite-là qui nous semble à tous, du point de vue de l'identité, très importante, la limite de l'intimité qui est désormais brusquée par les réseaux sociaux, est-ce que vous ne pensez pas que c'est de nature à altérer la construction d'une identité ? Ce que vous dites, c'est ce qui ressort des études statistiques sur l'usage des médias sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. 80% de l'activité des utilisateurs de ces réseaux sociaux consiste à s'exprimer sur son état d'âme du moment, sur son activité du moment ou sur son apparence. Donc c'est la pratique majoritaire. Et on peut réfléchir sur pourquoi. Alors, il y a manifestement quelque chose qui est à l'œuvre sur les médias sociaux, qui a été étudié à la fois à travers le fonctionnement du cerveau et en psychologie sociale, qui est ce qu'on appelle la comparaison sociale. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'une des motivations des utilisateurs des réseaux sociaux, c'est de capter l'attention de la communauté des internautes et de se comparer à ceux qui sont aussi sur le réseau. C'est-à-dire que vous êtes en permanence au courant combien d'amis vous avez, combien de likes vous avez, et donc si vous passez en dessous d'un certain cap de likes, votre estime de soi s'effondre. Si vous voyez la cote de popularité des autres qui monte, vous êtes dans une comparaison sociale négative, ce qui est très désagréable. Il y a une espèce d'inflation de course aux armements, de surenchère, qui fait que vous avez par exemple un psychologue social très intelligent qu'il faut lire, qui s'appelle Carlo Strenger, qui parle de bourse du moi à propos des réseaux sociaux. Le réseau social fait en sorte que chacun est sur un marché où il va falloir qu'il capte l'attention des autres. Il va falloir qu'il prouve sa valeur. Et le problème, c'est que
la comparaison sociale, l'être humain y a été confronté depuis qu'il est humain, c'est-à-dire on s'est toujours comparé aux voisins, aux copains, aux collègues. Simplement, c'est dans des noyaux humains de quelques dizaines de personnes. Mais sur les réseaux sociaux, ce sont des millions de personnes, jour et nuit. Donc la comparaison sociale ne connaît plus de répit et le besoin de capter l'attention des autres pousse finalement les gens à faire vraiment dans la surenchère. Oui, alors ce que vous dites est vrai. Hein. En même temps, une étude récente, j'étais aux États-Unis en novembre, organisée par un organisme qui s'appelle la Family Online Safety Institute, a montré que les jeunes se protègent de mieux en mieux sur Internet. Bon, alors il n'empêche qu'on a tous à l'esprit des situations inquiétantes et regrettables. Hein. C'est vrai, les médias en plus, là aussi, c'est peut-être pas le syndrome du grand monde méchant, mais le syndrome du grand monde égaré hein, que les médias nous communiquent. Mais en tout cas, c'est vrai que les médias sont pleins de ces excès, mais encore une fois, statistiquement, il a été montré, du moins aux États-Unis, on pensait que c'est quand même pareil en Europe, que les jeunes se protègent de mieux en mieux. Je dirais qu'Internet pose un défi aux jeunes pour lequel ils ne sont pas du tout aidés. Ce défi, il n'est pas nouveau, mais il se pose différemment. Ce défi, on peut le faire tenir en 2 phrases. Première phrase, comment me faire reconnaître au-delà de ma famille ? C'est une question qu'ont se sont toujours posées les jeunes, mais jusque-là, c'était le cercle de copains, c'était un journal de classe, c'était un correspondant auquel on écrivait ses états d'âme. Aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai que la question comment me faire reconnaître au-delà de mon cercle familial est devenue une question cruciale et c'est très important de préparer les jeunes en fait que ce qu'ils mettent sur Internet va y rester éternellement, ce qu'ils mettent sur Internet risque de tomber dans le domaine public et puis qu'il ne faut pas non plus tout croire ce qu'on trouve sur Internet parce que des fois, il y a des gens en maillot de bain sur Internet qui n'ont jamais été photographiés en maillot de bain. C'est quelqu'un qui les a photographiés tout habillés, qui les a déshabillés, qui a mis leurs photos déshabillées sur Internet. Donc, il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on trouve sur Internet. Et puis, deuxième question que les jeunes se posent, c'est comment entrer dans le débat public. Parce qu'ils sont impliqués de plus en plus par les médias, comme la télévision, les grands médias. Ils sont impliqués de plus en plus comme des témoins du monde. Mais ils sont retardés dans leur possibilité d'entrer dans le débat public. On leur dit, attends, tu vas d'abord avoir un métier et tout. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser Internet pour essayer d'entrer dans le débat public. Et là aussi, avec beaucoup d'errance, avec le risque de caricaturer sa position, de se présenter beaucoup plus dans des stéréotypes beaucoup plus axés que ce qu'on pense vraiment, mais avec l'idée que si on entre dans le débat public en caricaturant ce qu'on pense, vous voyez le succès de Dieudonné avec ses propos antisémites, si on veut entrer dans le débat public, il ne faut pas hésiter à avoir des propos outranciers. Non, mais ça, c'est la leçon des adultes. Alors les ados, ils appliquent et ils se caricaturent. Ils se caricaturent soit dans la mise en scène de leur nudité, se présenter comme des filles légères, pas forcément, elle n'est pas forcément pour de vrai. C'est une manière de se présenter pour entrer dans le débat public. Alors vous allez me dire, c'est tordu. Oui, c'est tordu. Mais quel exemple donnent les adultes quand vous voyez que la femme de notre ancien président posait nue dans des tas de revues? Je veux dire quand même, c'est un exemple que les jeunes ont sous les yeux. Et puis, comment entrer dans le débat public de manière modérée. Si vous entrez dans le débat public de manière modérée en discutant le pour et le contre, personne ne va faire attention à ce que vous dites. C'est la règle du débat public. Donc, ils caricaturent. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui comprendre que les adolescents, ils ne font que caricaturer sur Internet le monde qu'ils voient fonctionner autour d'eux, qui est le monde que nous, adultes, nous avons construit et que nous leur montrons. Donc, il faut d'abord reconnaître ça s'appelle l'empathie, pour que ensuite on ait quelques possibilités d'établir un dialogue avec eux et leur expliquer que c'est autrement qu'il faut s'y prendre et qu'il ne faut pas vouloir singer les adultes parce que le monde qu'ils ont fabriqué n'est pas si désirable que ça. Alors, monsieur. Je voudrais juste abonder dans ce qui vient d'être dit. Au fond, on n'a pas besoin de chercher à tout prix un exemple comme ça auquel s'identifier, parce que le problème, c'est justement de construire une identité. Et je voudrais juste réagir sur le volet éthique des différents intervenants dans le milieu social, aussi bien les éducateurs, l'école, que les parents, que justement les influences dont on a beaucoup parlé maintenant, publicité, télévision, etc. Et là, je réagirais à ce que dit un monsieur dont je ne me souvenais plus le nom, avec les lunettes.
Non, avec les... Oui, le publicitaire. Gilles Berger. Oui, j'ai été un petit peu piqué parce que vous avez dit que effectivement c'est utile et que c'est important de donner des informations qui seraient, si possible, justement utiles à ceux à que vous êtes. Alors, j'ai une question comme ça. Qui êtes-vous, alors vous, tous les publicitaires, hein, pour savoir ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour madame, ce qui est bon pour monsieur, etc. Parce que pour moi, enfin, d'après ma formation, ce qui peut être bon pour moi, il faut que j'essaye, dans la mesure où je peux, à partir d'un esprit critique, de choisir les éléments avec lesquels, justement, je vais construire quelque chose qui serait mon identité. Et alors là, je suis pour tout ce que l'on pourrait, enfin c'est une question, hein, tout ce qu'on peut faire pour développer l'esprit critique, pour développer la possibilité de choisir, parce que la publicité, je m'excuse, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a de l'argent derrière et qui commande ce que l'on fait. Bon, moi, Alors, juste une chose, je n'aimerais quand même pas que Gilles Berger devienne le bouc émissaire. Non, je suis à l'aise On est avec d'accord, ok. Non, je crois que la publicité a évolué et qu'aujourd'hui, une marque est une vision du monde, une vision d'un monde meilleur. Je prendrai simplement l'exemple de Michelin. L'ADN de Michelin, ADN, vous savez, l'ADN, c'est ce qui constitue l'essence de la marque, hein, authentique, différence naturelle. Donc l'ADN de Michelin, c'est le progrès dans la mobilité. Aujourd'hui, si je suis le publicitaire de Michelin, je vous proposerai simplement cette vision d'un monde meilleur, d'un monde de progrès dans lequel le pneu n'explose plus, la roue ne déjante plus et le pneu est devenu fiable et vous permet d'aller plus loin et de finalement d'exercer votre première liberté au sens où Rousseau la décrivait, c'est la liberté d'aller et venir. Donc je me mets au service de votre liberté et ensuite je vous laisse choisir parce qu'on est rentré dans un monde où la singularité de chacun peut être servie. Chacun peut trouver dans une marque une résonance à sa propre aspiration. Donc je ne cherche plus à rassembler les consommateurs dans un troupeau de consommateurs un peu bêtes qui ne sont là que pour donner leur carte bleue et détruire le produit. Le sens premier du consommateur, c'était le destructeur final du produit. Aujourd'hui, d'abord, on ne détruit plus les produits, hein, sauf les produits alimentaires qu'on consomme, mais on en est dépositaire et ensuite on les recycle. Bien, donc je vous propose une vision, ma vision en tant que Michelin, donc le progrès dans la mobilité, en tant que Danone, je vais vous proposer l'alicament comme une solution qui... C'est Danone qui le dit. Hein. L'alicament, donc c'est le médicament qui vous prend en charge en amont de votre consommation. Si je suis Levi's, la marque de jeans, je vais vous proposer quelque chose qui dépasse simplement la seconde peau, mais qui crée une attraction. Donc l'ADN des jeans Levi's, c'est l'attraction. Alors vous aimez ou vous n'aimez pas, vous vous sentez représenté ou non dans cette marque, je vous laisse la liberté totale, mais si vous voulez rejoindre ma marque, ça sera dans ce sens-là. Mais je laisse à chacun une plus grande liberté. Je n'ai plus le choix de toute façon. On est rentré dans une ère où la marque n'est plus une supériorité qui lance une propagande et qui réunit, comme je vous le disais, l'ensemble des consommateurs. Vous savez, à l'époque, on parlait de USP en anglais. C'est les Anglais qui ont mis en équation le marketing. USP voulait dire Unique Selling Proposition. C'est-à-dire qu'on faisait une promesse globale à tous et vous rentriez dans ce cadre ou pas. Aujourd'hui, on a amené un 6e P au marketing. Vous savez, le marketing, tout le monde parle du marketing des 4 P, prix, promotion, produit, place. Il y a eu un 5e P il y a 20 ans, et le 6e P vient d'arriver, c'est purpose. C'est la cause, la vision du monde, l'engagement de la marque. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque marque qui se veut avoir une présence responsable, RSE, responsable et engagée dans le monde, doit proposer doit proposer sa vision. Et vous laissez libre ensuite de la rejoindre ou non. Madame. Oui, tout à l'heure, la jeune fille a posé la question de la protection individuelle contre les manipulations.
Et la réponse apportée a été par exemple, de s'abonner à des journaux sans publicité, par Internet ou sur papier. Bien, encore faut-il, tout à fait d'accord, mais encore faut-il pouvoir le faire. D'une part, en avoir les moyens financiers, d'autre part, les moyens intellectuels. Et la question que je me pose et que je pose, c'est que pouvons-nous faire, nous, l'ensemble des citoyens et au niveau politique, finalement ça débouche là-dessus, pour éviter ce danger et ce qui a été dit à propos du 11 septembre et les conséquences, effectivement, que peut-il être fait politiquement par les gouvernants ou par nous citoyens pour lutter contre ça? Alors, qui a envie de répondre? Déjà, les chaînes publiques ont un cahier des charges qui n'est pas toujours respecté. Donc, après, là, je ne sais pas à quel niveau les changements et la pression peuvent venir, mais si le cahier des charges des chaînes publiques, qui est d'apporter une forme d'information de qualité et d'éducation, de programmes éducatifs, d'information était respecté, déjà, ce serait différent. Mais ensuite... Bon, là vraiment, on rentre dans la question de la logique électorale, mais je crois que les modifications rapides ne peuvent pas être attendues à ce niveau-là. On doit déjà savoir des choses essentielles, nous, en tant que citoyens, c'est que, par exemple, il y a une grande différence entre les médias papier et les médias audiovisuels. La télévision, c'est un média d'émotion, globalement. L'écrit, c'est un média de concept. Déjà, on peut déjà garder ça en tête et on ira loin. Je ne veux pas du tout jeter la pierre sur la télévision, j'en ai fait, j'en ferai encore et je trouve que c'est intéressant dans certains cas, mais si on veut se débarrasser un peu de l'influence inconsciente dont je parlais tout à l'heure, pour être plus dans le conscient, dans le délibéré, dans le libre arbitre, on a, de mon point de vue, intérêt à chercher l'écrit. Je peux donner juste un chiffre sur le verrouillage parental du poste de télévision. Seuls 17% des foyers l'utilisent. Ok. Alors, prenons nos responsabilités aussi. Le problème est très compliqué parce que aujourd'hui, c'est plus seulement les marques qui utilisent les diverses formes de publicité, y compris le marketing viral. C'est aussi les personnalités politiques et même les intellectuels et les artistes. Aujourd'hui, des critiques d'art vous expliqueront que pour faire monter sa cote dans les galeries, il faut utiliser un certain nombre de procédés qui sont ceux qui sont utilisés par les publicitaires. Donc, si vous voulez, notre culture entière est imprégnée de ces stratégies. Aujourd'hui, par exemple, l'effet d'annonce, qui est un effet très fort en publicité, c'est une arme, c'est une pratique politique permanente d'annoncer des nouveaux trucs, et puis un mois après, on dit, mais tiens, il avait annoncé ça, qu'est-ce qui s'est fait? Ben rien, évidemment. Voilà. Donc, frapper fort, frapper régulièrement, prendre aux tripes, etc. Mais le problème, c'est que c'est plus seulement le fait de la publicité, c'est la publicité pour les marques. C'est toute notre culture qui en est imprégnée. Alors voilà, il faut essayer de s'en rendre compte à chaque fois et puis essayer d'élever nos enfants en les rendant sensibles à cela, au fait que les produits, ils n'ont pas seulement une publicité, ils ont aussi un prix, ils ont une valeur d'usage, ils ont un taux d'usure, voilà, et donc sensibiliser les enfants à d'autres choses. Et alors, on parlait tout à l'heure du rôle de l'école, c'est conscient de ces problèmes-là que lorsque l'Académie des sciences a publié la fameuse avis L'enfant et les écrans en 2013, l'Académie des sciences l'a accompagné d'un livret éducatif qui est fait par l'organisme qui s'appelle La main à la pâte, mais qui est né dans le giron de l'Académie des sciences, un livret qui s'appelle Le cerveau, les écrans et l'enfant, justement pour sensibiliser l'enfant au fait que un produit vendu un yaourt par exemple vendu dans un emballage vert paraîtra avoir un goût de menthe, alors même si c'est un yaourt nature, alors qu'un yaourt vendu dans un emballage jaune aura un goût de citron, même si c'est un yaourt nature. Donc si vous voulez, sensibiliser l'enfant au fait que tous nos sens ont tendance à nous induire en erreur et que la publicité peut jouer là-dessus, mais c'est un travail de longue haleine. Ceci dit, c'est une condition pour que la démocratie fonctionne. Alors pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait des questions et j'en ai 3 ici. On va les regrouper si vous le voulez bien. Et 5 de mon côté et 5 ici. Alors donc on va demander des questions courtes et des réponses courtes.
Bonsoir. Donc je vais essayer de résumer ma question rapidement. En fait, je me disais qu'avec les nouveaux médias, etc., on perdait un aspect important dans la discussion, qui était la perte du privilège. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un sur Facebook ou via SMS, on sait que la personne discute en même temps avec une dizaine d'autres personnes, etc. Et du coup, on n'a plus du tout dans la discussion le fait de prendre le temps de parler spécifiquement avec quelqu'un et d'avoir une exclusivité dans la relation. Et donc, peut-être même si c'est un peu hors sujet, je voulais avoir votre avis sur l'influence de ce nouvel aspect de la relation sur la perception qu'on a de nos relations. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Une question concernant, on a parlé avant de ces situations à la télé qui rendaient les gens anxiogènes. Est-ce qu'actuellement, moi je pense que le JT de 20h est un assemblage de mauvaises nouvelles? Est-ce que, d'après vous, il n'y a pas une volonté ou une certaine manipulation? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ça avec un moratoire au niveau des médias pour dire, ok, 50% de mauvaises nouvelles, mais aussi 50% de bonnes nouvelles, histoire d'avoir un équilibre, ça soit cohérent. Sinon, coupons la télé. Où est-ce qu'on va les trouver? Bonjour. Pour ma part, je me pose la question, étant donné que je pense que le cerveau n'est pas uniquement quelque chose de passif, vu qu'il possède des mécanismes d'inhibition qu'on peut observer par exemple par des phénomènes d'habituation. Ma question est donc, est-ce que cette surstimulation ne diminuerait pas l'impact final de la publicité? Alors, on va répondre aux questions avant de vous donner les miennes, celles de mon côté. La perte du privilège dans la relation sur les réseaux sociaux. Certes, oui, moi ça m'évoque une réflexion beaucoup plus large qui est celle de notre rapport au temps et du fait qu'il faut discuter en ligne de façon instantanée. Et tout va de plus en plus vite. Il y a un certain nombre de philosophes qui sont en train aujourd'hui de mettre le doigt sur ce problème qui est celui de l'accélération de nos rythmes de vie. Par exemple, vous avez Hartmut Rosa en Allemagne qui a vraiment conceptualisé ça. En France, on avait Nicole Aubert qui nous explique que aujourd'hui, nous ne pouvons plus prendre le temps d'attendre une lettre, d'attendre de rencontrer quelqu'un pour lui parler. Il y a une espèce de pression, de la compression du temps qui fait que ces conversations se retrouvent comme en multitasking. On essaye de faire plusieurs choses à la fois, donc de parler à plusieurs personnes à la fois. Si on n'est pas dans le bon timing, on arrive à parler à personne. Et tout ça débouche sur ce que certains psychiatres appellent l'impulsivité relationnelle, c'est-à-dire cette personne vous plaît à un moment donné, vous la mettez au nombre de vos amis. Et puis vous pouvez être éliminé du nombre de ses amis le lendemain parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour être ami ou pour ne plus être l'ami d'une personne. Donc je crois que notre rapport au temps est vraiment en jeu dans ce que vous décrivez sur la perte du privilège. Le privilège d'une conversation, ça suppose de sacrifier du temps aux autres personnes avec qui on ne peut pas parler pour le concentrer sur un interlocuteur. Et ça, c'est une vision privilégiée des rapports humains, des rapports d'amitié. Et les sociologues qui étudient l'impact des rythmes de vie sur les amitiés tentent à montrer aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile d'établir des relations au long cours, c'est-à-dire, et notamment avec l'impact des réseaux sociaux, les amitiés sont plus courtes, les relations privilégiées sont moins possibles, et donc il faut savoir faire la part entre les deux, certainement, c'est-à-dire admettre qu'il y a une part de labilité dans les relations qu'on peut avoir online, et savoir que pour des relations suivies, il faut aller voir le copain au bistrot du coin ou aller passer des vacances avec lui, et il n'y a pas d'entre-deux. Serge Tisseron. Oui, la perte des privilèges a priori, mais pas a posteriori. C'est-à-dire que sur Internet, tout le monde est égal a priori, tout le monde doit faire la preuve de ses compétences, mais ceux qui font la preuve de leurs compétences acquièrent une notoriété qui fait que leur avis après devient extrêmement important, y compris lorsqu'ils commencent à être détournés par des marques qui les invitent à faire du marketing viral. Mais c'est vrai en tout cas que Internet est en train de développer dans les nouvelles générations l'idée que la vie des pairs, PAIRS, est aussi importante que la vie des maîtres, des seniors, et on en voit un effet dans ce mouvement dont vous avez forcément entendu parler, qui pousse des jeunes chercheurs en mathématiques, en physique, en astronomie, à demander à pouvoir mettre leurs publications sur Internet et être jugés par tout le monde, voilà, tous ceux qui auront quelque chose à en dire, et ne plus être obligés de passer par des revues à comité de rédaction constituées de seniors, qui sont d'ailleurs parfois pas très au courant des derniers travaux dans les domaines où publient les jeunes thésards. Donc, mais cette
égalité a priori et pas forcément a posteriori. Et puis surtout, alors, par rapport au journal télévisé, bonne et mauvaise nouvelle, vous avez un organisme formidable qui s'appelle Reporters d'Espoir. Reporters d'Espoir sont des gens qui veulent justement non pas nous donner des bonnes nouvelles, mais nous montrer la souffrance du monde, la difficulté du monde, les catastrophes, mais chaque fois en ayant à cœur de privilégier l'exemple de gens qui ont accompli des choses positives pour s'en sortir, pour aider les autres à s'en sortir, et puis en même temps qui vous permet éventuellement de vous associer à certaines œuvres en cours. Reporter d'espoir, ça ne veut pas dire une information des bonnes nouvelles, c'est une information des mauvaises nouvelles, mais chaque fois avec un moyen d'agir sur ces événements. Et à mon niveau, j'ai créé un site qui s'appelle mémoiredescatastrophes.org, dont le but est que tous les gens qui ont vécu des catastrophes, quelle que soit leur nature économique, écologique, sanitaire, etc., puissent y témoigner, mais avec l'idée que ceux qui ont trouvé de bons moyens pour dépasser ces catastrophes, se reconstruire, témoignent. Parce que ce qui se passe, c'est quand il y a une catastrophe, les journalistes vont interviewer qui? Eh bien, les gens qui ont tout perdu. Les gens qui se sont bien débrouillés pour protéger leur maison, pour protéger leurs biens, pour monter leurs biens à l'étage supérieur, parce qu'ils ne soient pas inondés, qui ont muré leur cave, ceux-là, les journalistes ne vont pas les voir. Les journalistes nous montrent toujours, quand il y a des catastrophes, ceux qui larmoient au téléphone, au téléphone ou sur l'image, parce que ça nous arrache le cœur. Donc c'est très important qu'il y ait en effet des mouvements comme Reporters d'Espoir qui nous montrent que quel que soit le caractère inhumain des situations que nous sommes amenés à vivre, il y a toujours une manière humaine, positive, de s'en sortir, de construire, d'inventer, d'innover. Donc Reporters d'Espoir, ce n'est pas ancien, mais je pense que c'est créé par des jeunes. C'est pas pour rien, c'est pas créé par des vieux, c'est créé par des jeunes. Voilà. Et donc du coup, je trouve que c'est un mouvement vraiment formidable. Monsieur. Voilà, c'est à vous. Merci. J'ai, avec beaucoup d'attention, écouté tout ce débat qui est passionnant. Je voulais juste vous poser une question à vous, peut-être à Monsieur Auberger. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas dans ma tête le bouc émissaire. Je voulais justement vous poser la question, à vous tous, mais peut-être à vous, le publicitaire, de la question du son. On a beaucoup parlé de l'image, mais nous n'avons pas beaucoup parlé en termes du cerveau, du son. Et le son, en termes publicitaires, est quelque chose de très important. Monsieur Lemler, Monsieur Tisseron, vous avez abordé tout à l'heure la petite enfance, le jeune garçon ou la jeune fille, le petit bébé en tout cas, devant sa télévision. À partir du moment où il s'habitue à un son, la publicité va augmenter de je ne sais combien de décibels, mais en tout cas, il va augmenter le son. Et d'où l'attention immédiate de l'enfant, comme nous, adultes, ou nous, adolescents. Et le son est vraiment quelque chose de très, très important. Parce que nos oreilles entendent, mais quand elles sont sollicitées dans la publicité et pas dans le petit dessin animé ou le petit film. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci. On vous laisse répondre les uns et les autres. C'était plus un témoignage qu'une question. Effectivement, le son multiplie par 2 ou par 3 l'efficacité d'une publicité. Moi, ce que je retiens, c'est que la publicité crée une vibration et qu'ensuite, l'individu se sent en résonance ou pas. La vibration, vous savez, c'est un peu comme le doigt sur le verre en cristal. À un moment donné, la vibration rentre dans la fréquence propre du verre et crée un son. Eh bien, la publicité, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on émet un signal avec du son, de l'image, du sens, souvent du sens. Mais c'est vrai que le son rentre peut-être plus profondément à l'intérieur du cerveau, puisque le cerveau est divisé en plusieurs secteurs. Donc, il va peut-être toucher le limbique, le cerveau limbique, celui qui est celui justement de la résonance, du sens, qui est à la recherche du sens, et va
faire agir et va créer effectivement une interaction. On va donner envie, va stimuler. Alors moi je voulais dire aussi, quand on parlait tout à l'heure de surstimulation, qu'effectivement après qu'il y ait eu une surenchère de publicité, on a vu ces spots de 1 minute 30 sur les parfums à grand renfort de production audiovisuelle, etc. À un moment donné, on s'est aperçu que cette course était un peu vaine et que moi je me souviens d'avoir lu il y a 6 ans dans une très belle revue qui s'appelle L'Influencia, c'était le point de vue d'Isabelle Musnick à l'époque, elle disait finalement le grand média ne pourra plus créer l'émotion, à part peut-être le cinéma puisque vous êtes dans un contexte un peu qualitatif, un peu agréable, etc. Mais sinon la télévision, etc., tous ces médias sont finalement condamnés à jouer un rôle d'agent de la circulation, c'est-à-dire aller sur mon site, aller dans mon magasin ou bien rendez-vous dans la rue. Et je voulais juste vous dire que l'événementiel, vous savez, l'événementiel fait rêver beaucoup de jeunes aujourd'hui. L'événementiel est omniprésent dans notre vie. Eh bien, l'événementiel, c'est peut-être le lieu justement de resynchronisation avec le temps social. C'est-à-dire un lieu où la publicité peut envoyer le consommateur à la rencontre de la marque. On le voit avec Red Bull, on le voit avec des grandes marques, etc. Justement pour essayer de vibrer un peu plus à l'unisson. Alors, j'ai une demande de parole ici, puis après monsieur, ensuite Gabriel Abasti. Il y en a 2 aussi qui attendent là. Bonjour. Excusez-moi. Voilà, donc en fait, moi j'ai aussi écouté très attentivement tout ce qui a été dit pendant ce débat. Et dès le départ, la question de savoir si oui ou non les médias avaient une influence sur nous a été très très vite... on a vite répondu à cette question, c'est-à-dire que d'un commun accord, vous avez décrété que oui. Donc, partant de ce postulat, j'ai regardé un petit peu aussi, j'ai écouté aussi les différents thèmes qui ont été abordés. En l'occurrence, excusez-moi, je suis un petit peu mal à l'aise. Il faut aller plus vite. L'idée de la surveillance. L'idée des médias intrusifs dans la vie privée des gens. En l'occurrence, vous parliez de publicité virale. Monsieur Auberger a même réussi à dire qu'un publicitaire pouvait penser au bien-être en premier lieu. Voilà. C'est sans doute... pour moi, c'est un petit peu... Voilà, bon, bref. Quelle est la question ? La question, c'est de savoir, donc, si, sachant qu'on est surveillé, donc qu'on est ciblé par la publicité, qu'on est influencé par les médias, au final, je veux dire, c'est la même question finalement que la jeune fille que tout à l'heure une autre personne a posée, c'est qu'est-ce que nous, en tant que personnes donc influencées, avons comme alternative pour justement échapper peut-être à l'emprise des médias. Voilà, les personnes comme vous, je pense, ont plus d'armes et d'intelligence peut-être que des petites gens, on va dire, pour répondre à cette question. Voilà. Alors, il n'y a pas de petites gens. Jamais. Monsieur ? Poser quelques-unes. On parle beaucoup de publicité, mais est-ce que déjà la manipulation ne vient pas de la façon dont on traite les sujets, c'est-à-dire de choisir, d'abord, on choisit au journal télévisé, on choisit certains sujets, et ça, on parle de publicité, mais la manipulation, elle commence déjà par là. Bien, ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que vous ne pensez pas que trop d'infos tue l'info ? Nous, dans les professions de santé, qu'est-ce qui se passe ? Les gens viennent vont voir sur Internet, vont voir des tas de gens qui sont parfaitement incompétents, il y a des compétents aussi, mais il y a plein de gens incompétents qui écrivent des tas de choses. Alors comme je leur dis souvent, vous venez, votre chien ou votre chien, vous avez, maintenant vous savez ma profession, a le cancer du sida, comme je dis, comme ça au moins on sait ce qu'il a. Alors est-ce que vous ne pensez pas que trop d'infos tue l'info et que beaucoup de gens donnent leur avis qui n'intéresse pas forcément tout le monde ? On vous laisse peut-être répondre. Pour la première question, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Vous savez, il suffit de regarder autour de nous pour voir que ce qui est acheté, ce sont les grandes marques. Parce que, pas vu, pas pris. C'est-à-dire que pour être acheté, une marque doit être connue. Et quand elle est connue, elle est achetée. Donc, même si on se défend des effets de la publicité, si on regarde comment notre quotidien est organisé, on voit qu'il est organisé autour des produits qui nous sont proposés. Donc, moi, je serais d'avis de dire que on peut essayer de limiter les dégâts entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas, c'est pas non plus dramatique, mais voilà, il faut juste en avoir conscience de temps en temps.
Enfin, j'ai l'impression qu'on parle de cela comme s'il s'agissait d'une épidémie de... On regarde un petit peu l'influence et puis après, quelle est notre capacité, nous, à juger, à critiquer et puis à se faire sa propre opinion. Voilà, je pense qu'il faut faire attention spécialement aux tout petits. Serge Tisseron l'a dit. Par exemple, il y a des grandes chaînes de restauration rapide qui ont manifestement ciblé les enfants et ça fait partie de leur schéma de marketing. Et le grand chef du marketing de ces chaînes de restauration rapide a fait une confession dans une grande émission d'investigation où il expliquait avec cynisme comment il s'y était pris. Et beaucoup d'études qui ont montré qu'effectivement, des enfants à qui on donne les mêmes nuggets, les uns étant anonymes et les autres avec la marque de cette chaîne de restauration rapide, préféraient ceux qui étaient étiquetés, mais au niveau du goût, donc c'est influencé même leur goût, et on s'est aperçu que c'était d'autant plus fort cet effet qu'il y avait un grand nombre de téléviseurs dans le foyer. Donc je pense que si on peut déjà essayer de préserver le développement du cerveau des enfants, ce sera déjà quelque chose de gagné. Oui. Il y a trois demandes là-bas de parole, et puis Gabriella. Oui, Serge Tisseron. C'est important aussi de s'intéresser à tous les mouvements associatifs, collaboratifs qui sont en train d'éclore aujourd'hui. Le covoiturage qui permet de changer sa voiture moins souvent, même de ne pas en acheter, donc de devenir indifférent aux publicités sur les voitures. Les vélos en libre-service qui fait qu'on n'est pas victime des pubs pour les vélos. Les repas partagés, les locations d'appartements via Internet, ce qui évite de passer par des agences, et ainsi de suite. Donc il y a quand même plein de réseaux actuellement qui utilisent les médias numériques, notamment Internet, pour proposer des services directement de personne à personne qui peuvent faire l'économie justement de céder aux sirènes de la publicité. Et puis par rapport aux médias numériques, moi je trouve qu'il y a quelque chose de formidable, c'est quand même le journal papier. Quand vous achetez un journal papier, vous le lisez, alors pas forcément un gratuit, qui est un journal fabriqué un tiers pour Dépêche de l'AFP et 2 tiers pour la pub, mais un journal normal, vous aurez quand même une page de pub sur 2, mais au moins vous allez aller chercher les informations qui vous intéressent à votre rythme et les lire à votre rythme. Et elles ne vous seront pas imposées au rythme et dans l'ordre que choisit le journaliste de radio, le journaliste de télévision. Voilà, j'ai 3 questions ici, on va les poser les unes à la suite des autres. Je peux dire un mot, Miso ? Alors, attends. Oui. Vous avez parlé du grand méchant monde tout à l'heure et du fait que les catastrophes qu'on voit à la télé peuvent nous rendre anxiogènes. Et la question que j'ai, c'est est-ce que vous pensez que les générations précédentes étaient vraiment moins anxieuses? Parce qu'aujourd'hui, on voit la violence finalement à la télévision, mais je pense que les générations précédentes avaient une vie beaucoup plus difficile, ne serait-ce qu'on est la première ou la deuxième génération à ne pas connaître la guerre. Et on la voit à la télé aujourd'hui, la guerre en Afghanistan, etc. Mais les gens l'ont vécu avant. Et est-ce qu'on est vraiment plus anxiogène que nos générations précédentes? Et si oui, pourquoi alors? Là, il faudrait demander à un psychiatre, et Dieu sait, je crois s'il y en a autour de nous, mais je crois que les troubles anxieux, c'est quand même quelque chose qui est marquant aujourd'hui. Daniel Lemler, peut-être, qui essaie de parler depuis un moment. Je vais utiliser votre question pour essayer de placer ce que j'essaie de placer depuis un petit moment. C'est bien ce que je disais. Je crois qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que les médias ne sont qu'un outil. Et que si on veut pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui sont posées, il faut essayer de s'interroger en montant d'un cran. C'est-à-dire, c'est un outil au service de qui et au service de quoi. Tout à l'heure, la question a été posée sur le plan politique. Je pense que ce n'est pas au niveau des médias que la question doit se poser. La question doit se poser au niveau des opérateurs directeurs d'une société. Or, actuellement, si l'opérateur directeur est la rentabilité, je veux dire, la question humaine est écrasée par cette question-là. Les médias, et on parle beaucoup du journal télévisé et des effets que ça peut avoir sur les uns et les autres, on oublie qu'il y a une éthique journalistique et que cette éthique a changé. Serge disait qu'on n'arrête pas de voir les gens qui larmoient dans les informations avant le tremblement de terre de Mexico, dont j'arrive jamais à me rappeler la date, mais ça marque un changement dans l'éthique journalistique. Jamais on n'aurait montré dans un journal télévisé quelqu'un en train de pleurer. Il y avait une pudeur, une éthique, c'est de ça qu'il est question, qui faisait qu'on n'allait pas filmer en gros plan la souffrance de quelqu'un. On n'allait pas le montrer en train de pleurer. On n'allait pas interviewer un type qui venait de sortir
d'un attentat à la bombe sur sa civière. Toutes ces choses-là ne se faisaient pas. Ce qui distille une autre forme d'information. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer dans les informations? Est-ce qu'on informe ou justement est-ce qu'on montre? Et qu'est-ce qu'on montre? Alors, est-ce que la génération avant a été plus ou moins anxieuse que la nôtre? Je ne crois pas que ce soit une bonne question. La question, c'est comment nous allons vivre dans notre société, comment lui redonner une dimension où l'humain a sa place. On n'a pas besoin de faire des comparaisons. Est-ce qu'on a besoin, quel que soit ce qu'eux ont vécu, de s'exposer à des choses anxiogènes qui sont quoi? La confrontation à des images sanguinolentes d'un accident de train qui a eu lieu à des milliards de kilomètres, alors que nous savons très bien, par exemple depuis la canicule, que nous ne savons même pas ce qui se passe dans l'appartement à côté de chez nous. Je veux dire, il y a tout un tas de choses qui sont actuellement écrasées par la question médiatique. Et qu'est-ce qui est écrasé par cette question? C'est essentiellement la question humaine. Comment est-ce qu'on peut résoudre les questions? C'est en essayant de remettre au centre de la question politique la question de l'humain. Alors, il y a quelqu'un au fond de la salle, ensuite vous, monsieur. Par rapport à la question de monsieur, c'est vrai que ça n'a... Très bien, hein, c'est pas de problème, ça n'a pas d'intérêt de savoir si on est plus déprimé qu'hier, plus anxieux qu'hier, plus violent qu'hier. L'important, c'est que de toute façon, il y a trop de souffrance, donc il faut s'en occuper. La question de savoir comment c'était hier, le comparatif est un intérêt. En revanche, moi, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que on confond trop souvent, notamment par rapport à Internet, le récit de l'intimité avec l'exposition de l'intimité. Le récit sur l'intimité n'est pas seulement une exposition de l'intimité, c'est aussi une façon de s'approprier un discours sur son intimité. Et c'est pour ça qu'on peut porter deux regards très différents sur l'exposition de soi sur Internet, soit un regard très critique qui consiste à dire les gens qui s'exposent trop, mais un autre regard consiste à dire si ces gens-là se racontent là ce qui ne peut pas se raconter ailleurs, et raconter son histoire, c'est s'approprier son histoire. Donc sur l'anxiété, sur la dépression, c'est pareil. Plus les gens parleront de leur anxiété, plus ils parleront de leur dépression, mieux c'est, hein, voilà. Et parce que justement, c'est une manière pour eux de se l'approprier, c'est une manière de la partager, et c'est une manière d'essayer de voir collectivement comment les choses peuvent changer. Alors, on a juste encore 5 minutes. Je donne le timing pour préciser les choses. On a une demande de parole au fond, et je crois que j'en ai 2 ici. D'accord? Bonsoir. Alors, ma question porte sur le but de la pub. Est-ce qu'il s'adresse par exemple plus particulièrement aux femmes ou aux hommes, comme dans les années 1950 ou 60, où on voyait un monsieur avec une belle automobile et une dame avec une belle machine à laver ou un frigidaire? Est-ce qu'aujourd'hui on a toujours, on va dire, ce sexisme qui existe, ou comme on voit les pubs avec les smartphones, où on voit juste un doigt qui glisse sur l'écran? Donc voilà. Alors, vous avez allez voir sur Internet, Laboratoire pour l'égalité, hein, qui en effet est très attentif à ces choses-là et montre combien la publicité véhicule des stéréotypes de genre. Et régulièrement, Laboratoire pour l'égalité, justement, interpelle le politique, interpelle les publicistes sur les conséquences, hein, sur notamment les nouvelles générations, que ce martèlement de stéréotypes de genre. Oui, monsieur. Oui, il est clair que nous disposons maintenant de très nombreuses techniques d'influence très sophistiquées. Ma question est, savez-vous, pourriez-vous nous dire s'il existe déjà des recherches pour développer des techniques de résistance à l'influence? Résistance. Alors, bon, il va falloir le créer, je crois. Hein. Madame. Bonjour, moi j'aimerais savoir, en ce qui concerne les médias, l'influence sur les gens concernant le racisme, concernant effectivement la haine, parce que depuis sur les médias, que ce soit dans les journaux un peu, mais surtout moins la télévision, mais sur Internet, je commence à être choquée par le nombre de mails et autres qui véhiculent le racisme et la haine de l'autre. Ça me choque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Oui, alors les débuts d'Internet ont été marqués par un grand rêve. Hein. Internet a d'abord été investi par des courants libertaires très attachés à la démocratie, etc. Puis tout le monde disait, mais qu'est-ce qui va se passer quand l'extrême droite, la droite raciste, la misogynie, la xénophobie vont occuper Internet? Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de sites, comme vous dites. Alors ça oblige à être extrêmement attentif, en effet, aux messages qu'on trouve. Et puis, monsieur disait, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger? Ben oui. Hein. Par exemple, essayer de toujours croiser des sources d'informations différentes pour les nouvelles qu'on trouve. Alors, éventuellement, lire pas un journal, mais de temps en temps, lire un journal du parti opposé, d'un parti différent, d'un parti pris différent que notre journal habituel, ou sur Internet, aller comparer des sites donnant des points de vue différents sur le même événement. Mais il faut bien comprendre, en effet, que l'information, c'est de la matière, et que cette matière est mise en forme, et que c'est cette mise en forme qui nous met en forme. Et donc, justement, la meilleure manière de prendre du recul, c'est de comparer différentes mises en forme possibles de la matière brute. Et il y a eu à une époque des émissions de télévision formidables qui nous montraient comment d'autres pays européens pouvaient communiquer des informations internationales différemment de la manière dont elles étaient communiquées en France. Malheureusement, ça a disparu. Et c'était une leçon formidable. On s'apercevait que la manière dont nos chaînes de télévision, y compris nationales, nous transmettent certains faits internationaux, c'est lié à des choix, à une culture et finalement à une idéologie. Donc c'est ce travail-là qu'il faut arriver à faire. Donc voyageons, allons dans des pays étrangers, et essayons de nous brancher sur des chaînes de télévision étrangères quand on ne sait pas les langues étrangères. Et la chaîne Arte, pour ça, est bien, franco-allemande, ben voilà. Et apprenons en effet à mieux relativiser l'information avec la manière dont elle nous est présentée. Alors, encore une demande de parole ici, d'une jeune fille qui dit c'est passionnant, en vous écoutant. Et puis, Gabrielle a passé également, pardon, je vous ai oublié tout à l'heure, pour clore cette table ronde. Donc, ma question, c'était par rapport à, quand vous avez parlé du fait qu'on montre maintenant à la télé des gens larmoyants, qu'on montre tellement les émotions, et en fait, je me demandais s'il y avait une explication à la passion qu'ont beaucoup de jeunes maintenant pour les émissions de télé-réalité, comme on avait évoqué Secret Story avant par exemple, que tellement de gens soient addicts un peu à toutes ces émissions qui pullulent comme ça et qui montrent une fausse vie presque. Alors qui veut répondre? Qui peut répondre? Pourquoi est-ce que les jeunes sont... D'abord, est-ce que c'est une addiction? par Secret Story, des émissions de telle sorte. Et est-ce que, voilà, télé-réalité, pourquoi ça les passionne? Et puis, est-ce qu'on est dans l'addiction là-dedans? J'ai lu une analyse assez intelligente de ce phénomène. Je vous la livre et après vous essayerez de deviner d'où elle vient. C'était une personne qui disait que la télé-réalité exerçait un attrait très, très puissant sur les jeunes parce qu'elle leur proposait finalement une sorte de mirage. C'est l'idée selon laquelle quelqu'un peut sortir de l'ombre en quelques mois et devenir une star sans avoir aucune qualité. En fait, c'est ça la promesse tout à fait nouvelle de la télé-réalité, c'est qu'on peut être une star sans avoir aucune qualité particulière. Et cette analyse, je l'ai lue dans la bouche d'une dénommée Nabila, donc comme quoi. Oui, alors c'est compliqué la télé-réalité. D'abord, il y a une télé-réalité de la surexposition de soi, c'est Loft 1. Ensuite, il y a eu les concours de chant extrêmement difficiles. On voyait des jeunes travailler, pleurer, souffrir, etc. Donc c'est la valorisation du travail. Donc déjà, deux modèles complètement différents de télé-réalité. Vous avez la télé-réalité du sexe, etc. Et puis on sait aujourd'hui que la télé-réalité, c'est essentiellement scénarisé. Et pourtant, ça s'appelle la télé-réalité. Alors, première mesure, faisons interdire que ça s'appelle la télé-réalité. Ça serait très salutaire que ça s'appelle plus comme ça, parce que c'est quand même une source de confusion, alors qu'on sait que c'est complètement scénarisé avec des acteurs qui aujourd'hui ont des contrats de travail au titre d'acteurs temporaires. Mais moi, je ne suis pas désespéré sur l'intérêt que les jeunes ont sur la télé-réalité, parce que j'avais mené une enquête il y a quelques années et je m'étais attaché au regard différent que les adultes et les jeunes portent sur les mêmes émissions de télé-réalité. Et on s'est aperçu que les adultes, en général, ils flashent sur une personne et ils s'attachent à tout ce qui lui arrive, alors que les jeunes, ils ont une attention très différente et ils accordent beaucoup d'intérêt à ce qui arrive. Ils s'identifient à tous les personnages et du coup, ils peuvent prendre plus de recul. Donc, si vous voulez, le fait de regarder beaucoup la télé-réalité, c'est une chose, mais il faut à ce moment-là s'intéresser à la manière dont ils la regardent, c'est-à-dire organiser des débats autour de ce
que les jeunes voient et pensent autour de la télé-réalité, échanger, voilà, créer des débats dans les écoles, puis on parle d'éducation nationale, que les jeunes soient invités à parler de la télé-réalité. Ça leur permettra de construire leur discours de façon rationnelle, de développer leur oralité, de développer le bien vivre ensemble en apprenant à intervenir à tour de rôle. Ça aura plein d'avantages et en plus, ils s'aperçoivent que d'autres pensent autrement qu'eux. Un petit mot là sur votre question sur le problème du racisme, de la xénophobie. Vous savez, quand le cinéma a été inventé, il a immédiatement été utilisé par quoi? Par les services de propagande. C'est-à-dire la Russie en particulier à l'époque a tout de suite compris quelle était l'utilité, et il y avait des trains qui parcouraient la Russie et qui montraient des films de propagande dans les villages, dans les kolkhozes, etc. Internet, c'est un outil. Et on voit bien que les gens qui ont des messages à faire passer apprennent très vite à l'utiliser, en particulier toute cette comment on pourrait dire, cette idéologie, cette pensée qui a cette nécessité de faire de la propagande. Ce que ça dit, l'augmentation dont vous parlez, c'est l'état de notre société, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une société qui est insécurisée, dans laquelle il y a des troubles identitaires, va provoquer à la fois l'intérêt pour les téléréalités, l'intérêt pour trouver une identité sur Facebook et avoir plein d'amis parce qu'on est très seul, qu'on a du mal à se retrouver, et aussi l'intérêt pour des gens qui nous donnent une identité nationale par exemple, en parlant de xénophobie, de racisme, etc. Donc la question que ça nous dit juste, c'est qu'il faut être très vigilant, parce qu'il y a une souffrance très profonde dans notre société, très profonde dont on ne veut pas encore complètement mesurer la portée. Et que ça, ce sont des signaux. Et ces signaux, c'est important d'y être attentif. Chacun est responsable par rapport à ça. Je pense qu'il y a deux niveaux de responsabilité dont il faut être conscient. Il y a une responsabilité collective, institutionnelle, et en particulier politique, mais il y a aussi une responsabilité individuelle. Chacun d'entre nous la porte, que ce soit à travers les réseaux ou pas. On porte cette responsabilité d'être muet, la majorité silencieuse, d'être actif, d'être passif, etc. C'est bon, Daniel? Alors, Gabriella. Oui, on peut l'applaudir, franchement même. Hein. Gabriella. Donc, ce serait un peu difficile maintenant de poser ma question parce que c'était justement par rapport à la réalité. Rapprochez-vous bien du micro, n'hésitez pas. Oui. Merci. Donc, j'essaie de réformer ma question. En fait, par rapport réfléchissement critique, je suis tout à fait d'accord qu'il faut être critique, mais un grand problème, je pense, avec les téléréalités et avec les pubs, que souvent ils ne communiquent pas avec la conscience, ils ne communiquent pas avec les raisonnements, souvent ils communiquent avec l'inconscience, ils donnent une sensation, ils donnent une illusion, un sentiment, ce qu'on veut avoir, mais ce qu'on peut souvent ne pas avoir. On ne peut jamais arriver dans un tel monde parfait, ce que vous avez décrit, par exemple, et ça crée des frustrations, je trouve, dans les gens. Et ces frustrations peuvent être souvent guéries, entre guillemets, par la consommation. Je trouve que c'est aussi un sens de publicité. Et aussi, les téléréalités, je trouve qu'ils nous donnent aussi une fausse image du monde. Ils montrent qu'il faut briller, il ne faut même pas avoir des vraies valeurs, ou il ne faut pas vraiment avoir des connaissances, maîtriser un métier, choses comme ça. On peut bien réussir dans la vie sans ça. Et il y a certains gens qui ne savent pas bien distinguer entre les vraies valeurs de la vie et cette fausse réussite. Et en fait, ma question serait s'il y a des études qui montrent déjà un genre d'information, des valeurs et des priorités parmi les gens, et si on peut vraiment agir sur ce niveau-ci pour agir sur ce sujet. Alors, qui aimerait lui répondre? Moi, je trouve que tout à l'heure, Serge Tisseron, en évoquant
finalement l'héritage, hein, je sais pas, que nous laissons ou que nous transmettons aux jeunes, comment le fait qu'ils nous caricaturent finalement hein, dans l'outrance, il me semble qu'il y a bien répondu. Alors, il y a peut-être d'autres réponses aussi, ici. Bon. Non, très bien. Pour faire quoi, un petit mot de conclusion? Si vous voulez un petit mot de conclusion, oui. Oui, parce qu'on a pas tendance à parler des jeunes comme des gens qui sont un peu égarés, hein, souvent, voilà. Non, mais je pense qu'ils feraient beaucoup moins de conneries si on leur faisait plus confiance et si on leur disait surtout de se faire confiance à eux-mêmes, hein, parce qu'il y a une grave crise de conscience chez beaucoup de jeunes qui peuvent les pousser à des situations extrêmes. Et je pense que cette confiance en eux-mêmes, c'est d'abord dans les relations concrètes, physiques, de proximité avec les adultes de leur famille. C'est là qu'ils peuvent l'acquérir en premier et c'est là qu'ils peuvent être protégés de conduite, de conduite à risque dans les espaces numériques. Voilà. Très bien. Ben, merci à vous, merci à tous les intervenants. Merci. Merci aussi pour votre participation. Nous allons passer à l'autre phase qui est celle de la séance inaugurale avec cette conférence à 2 voix, celle d'Israël Nizan et celle de Lionel Nakache. On se retrouve dans 5 petites minutes.